Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette première table ronde consacrée aux premiers mots de nos sagas préférés. Je suis Lady Lilou de la Guerre de Nuit et je serai votre animatrice pour les 2 prochaines heures. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 invités passionnés représentant chacune leur association. On a pour Harry Potter Olivarius. Bonjour. À toi. Pour le Seigneur des Anneaux, The Dodo. Bonjour. Pour le Trône de Fer, Babar des Bois. Et pour la roue du temps, DS. Hello à tous. Alors, il paraît qu'il y a de l'écho. Est-ce que déjà vous nous entendez bien tous? Alors, avant de plonger dans... Ah. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Pas assez fort, ouais. Ça. Je vais régler ça tout de suite. Merci. Il n'y a pas d'écho apparemment. Alors... J'ai baissé le son dans mon casque parce qu'il était vraiment fort, donc ça va venir peut-être de moi. On n'entend pas assez. Est-ce que vous m'entendez un petit peu mieux? Et est-ce que les autres c'est bon? Je crois que ça a l'air d'être bon. Dites-moi si vous m'entendez mieux qu'avant. Voilà, est-ce que c'est ok? Je peux up encore. Ah oui, donc bon, bah, on va mettre on met tout à fond. Hein, c'est parti, hein. Ouais, je suis vraiment trop bas. Ouais, bah, je peux pas savoir malheureusement avant que je parle, mais du coup là ça devrait être un petit peu mieux quand même. Dites-moi ce qu'il en est et je vais vérifier de mon côté que je peux régler. Babar peut aussi monter un peu son son s'ils disent. Alors, attends, moi je vais le régler. Oui, ça va. Moi, Ok. Voilà. C'est mieux, faudra parler fort. Ah oui, donc ça va pas alors. Ok. Petit souci technique, ce sont les aléas du direct. On va essayer de régler ça. Audio, je vais vérifier que mon micro est vraiment le bon micro. Voilà, je vais être sûr que c'est... Ok, alors du coup... c'est mieux, t'inquiète. Ok, d'accord, donc c'est que ça fonctionne quand même. Très bien. Bon, bah alors on va pouvoir commencer, excuse-moi. Lilou, tu peux y aller. Super. Tout le monde nous entend bien? Ouais, c'est bon. C'est trop. Alors du coup, avant de commencer notre... Ok. Donc tout au long de cette table ronde, comme pour le live précédent, vous allez pouvoir gagner des lots grâce à des concours Flash dans Collector Pocket du Seigneur des Anneaux et une édition classique du Hobbit. Vous avez les 5 intégrales du Trône de Fer et les tomes 1 et 2 de La Roue du Temps en poche. Donc un grand merci encore à nos partenaires Pocket, Pygmalion et Brajlon pour tous ces lots. Et ça nous permet également de pouvoir vous faire gagner des lots sacrément chouettes. Vous avez aussi 2 autres façons de pouvoir gagner des cadeaux. Vous avez le jeu des mots croisés. Donc on va vous donner des définitions tout au long du week-end pour compléter votre grille que vous pouvez retrouver sur le site du fandival.fr sous Google Forms. Et également un tirage au sort grâce à une story que vous ferez sur les réseaux sociaux en taguant les 4 associations pour tenter également de remporter des lots. Voilà. Donc, pour commencer, je vais du coup donner la parole à chacun de nos invités. Chacun va présenter les premiers mots de sa saga. Ah, j'ai plus de son, je vous entends plus. Ouais. Ah. Non. On t'a perdu, Lilou. Ouais, alors... on n'entend plus Lilou. C'est bon. Ah. C'est bon, on te retrouve. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ouais, c'est bon. Et ouais, après Lilou, t'as des petits soucis de connexion. J'ai un décalage, je crois, moi. Bah, j'ai un décalage son aussi, son image. Ouais. Son image. Et ouais, ça cut de temps en temps aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? Là, on t'entend. Oui. Ok. Et alors, est-ce que vous avez entendu tout ce que j'ai raconté concernant les lots et l'introduction de notre table ronde? Oui, partiellement, mais oui. Partiellement, ouais. Okay. À la fin, on n'a pas entendu. Partiellement, ouais.
Ok, donc là je proposais simplement de commencer notre table ronde en vous donnant la parole chacun à votre tour pour que vous puissiez justement introduire votre saga. Et donc j'ai proposé de commencer par Harry Potter avec Olivarius. Ok, ouais, j'avais pas entendu du coup. Donc, j'ai fait un petit résumé du premier chapitre. Et donc, tout commence un mardi ordinaire de 1981, ou du moins cela aurait dû l'être. Et dans ce premier chapitre, nous allons suivre Vernon Dursley, qui est directeur d'une entreprise de perceuse, un homme qui déteste tout ce qui sort de l'ordinaire. Pourtant, cette journée ne sera pas comme les autres. Il va y avoir des hiboux qui volent en plein jour, mais aussi des pluies d'étoiles filantes, aussi un chat qui semble lire une carte routière, et surtout, Vernon surprend des inconnus mentionnés un nom, un prénom qui lui rappelle vaguement celui de son neveu. Troublé par ces événements, il va s'endormir, persuadé que tout cela n'aura aucune conséquence sur son quotidien. Bon, on va l'apprendre plus tard, il aura grandement tort, parce qu'à la nuit tombée, un magicien, un sorcier à la barbe argentée, va faire irruption à privé de Drive, et il s'agit d'Albus Dumbledore qui retrouve ce fameux chat, qui se révèle être une femme, le professeur McGonagall. Et ensemble, ils vont, en dégustant des esquimaux citrons, attendre l'arrivée d'un demi-géant, Hagrid, qui va apporter dans ses bras un enfant marqué d'une cicatrice en forme d'éclair. Ce bébé, Harry Potter, ayant tragiquement perdu ses parents, lui, va être confié à la famille Dursley, la seule qui lui reste, et donc c'est ainsi que va débuter l'histoire de ce garçon qui a survécu. Ok, super, je te remercie pour cette introduction. Est-ce que tu as des souvenirs à nous partager sur la découverte éventuellement de la première fois que tu as lu Harry Potter à l'école des sorciers? C'est très vague parce que la première fois que j'ai lu Harry Potter, c'est quand j'avais 7 ans, c'est il y a plus de 22 ans maintenant. Donc, pas énormément de souvenirs. Surtout que je l'ai relu énormément de fois depuis. Plusieurs fois. Ouais. Mais ça fait Donc, partie de plus tes le lectures premier visionnage du d'enfance. film. Ouais, c'est mon premier Ok. livre que j'ai lu par contre, de moi-même. D'accord. Donc, voilà. Ouais, Ok, je super. crois qu'il y avait Bah, un peu, écoute, un peu. Enfin, Oui. oui. Oui, Babar. ouais, non, et, je disais, c'est aussi un des premiers livres que j'avais lu. Je pense qu'on doit être de la même génération, mais c'est au moment où les films sortaient. Et donc, du coup, Ouais, là, je suis né en 96. voilà, c'est ça. Et donc, il sortait et c'était bon, bah, est-ce qu'on va aller voir le film? Et d'abord, il faut lire le livre, tout ça. À partir du 3, j'ai commencé à lire les livres avant de voir les films. Et c'est à partir de là où j'ai du mal avec les adaptations. Forcément. Ok. Je te remercie pour cette introduction. Je propose de poursuivre avec Le Seigneur des Anneaux. The Durso, peux-tu nous en parler? Oui, tout d'abord, je vais signaler que je vais utiliser tous les termes que je vais dire seront issus de la seconde traduction, qui a maintenant 10 ans. Donc, on va parler de Bessac et pas de Saquet. Je vais donc utiliser la traduction de Daniel Lauzon. Et donc, les premiers mots, quand on ouvre le Seigneur des Anneaux, c'est 3 anneaux pour les rois des elfes sous le ciel, 7 aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre, 9 aux hommes mortels voués à trépasser, 1 pour le seigneur sombre au trône de ténèbres, au pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Et ensuite, cette deuxième édition s'ouvre aussi sur un avant-propos de Tolkien, qui, outre le fait qu'il donne des petites corrections sur sa première édition, il aussi donne, ce qui est assez important, le fait que pour lui, l'anneau n'est pas une allégorie. On ne peut pas trouver l'anneau comme étant la bombe nucléaire ou la guerre ou la montée du nazisme. C'est vraiment le mal absolu. Donc ça, c'est assez important. Et ensuite, on a l'avant-propos sur les hobbits. Qu'est-ce qu'un hobbit? Quelle est la particularité des hobbits? L'arbre à pipe. Comment il fonctionne? Et ensuite, d'autres détails comme ça, généraux. Et on commence par le premier chapitre, qui est une fête très attendue. Et là, on commence par l'anniversaire de Bilbo et de Frodo. Et on commence le roman au bout d'une 30aine de pages,
qui est assez étrange quand on commence un roman. Normalement, on commence très très vite. Et là, Tolkien ne le fait pas. Et pour les souvenirs, je me souviens, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, je me souviens d'avoir été surpris par cet avant-propos sur les Hobbits. Et que Tolkien, à la fin de son avant-propos, ne dit pas qu'il est en train de raconter une fiction, mais il raconte un témoignage d'un livre qu'il a récupéré, vraiment un témoignage du passé, qu'il a lui-même transcrit. Donc ce n'est pas une fiction pour lui, c'est un témoignage. C'est une chronique des temps anciens. Et c'est aussi assez étrange de sa part, parce que ce n'est pas une fiction au terme habituel. Voilà. Ok, super. Bon, on aura de toute façon l'occasion d'en reparler plus en détail. Pourquoi ce choix-là et les comparer forcément aux autres propos, prologues ou introductions de nos autres sagas. Je te remercie. Je propose d'enchaîner avec la roue du temps. Donc DS, est-ce que tu peux nous parler des premiers mots de cette saga? Oui, bien sûr, oui. La roue du temps, du coup, alors je vais du coup montrer la première phrase. C'est un peu particulier parce qu'effectivement, il y a deux premières phrases en fait dans la roue du temps, puisque elle commence, la saga commence avec un prologue. Tout d'abord, avec une phrase très descriptive et un premier paragraphe très descriptif, donc avec de sourdes plaintes comme si elle refusait de croire à ce qui venait d'arriver. La terre tremblait encore et le palais continuait à vaciller sur ses fondations. Et donc ça, c'est le début d'une description du coup d'un cataclysme qui est en cours, et on comprend très vite dans ce prologue en fait que voilà, il y a une catastrophe énorme où il y a un niveau mondial qui est en train de se produire, et on suit un homme qui cherche sa femme désespérément en l'appelant. Avant de se faire alpaguer par un autre homme qui vient lui parler en lui disant qu'il est devenu fou et qu'en fait tout est de sa faute et qu'il est le seul responsable de ce qui est en train d'arriver alors qu'il est en train de se plaindre, et lui il ne cherche qu'à chercher sa femme et il a perdu la raison. Donc très vite on est sur quelque chose de très très sombre et qui commence très mal, on va dire, pour un début de saga. Et une fois ce prologue passé, on arrive sur le chapitre 1, et ce chapitre 1 est important aussi parce qu'il a une phrase beaucoup plus longue, mais qui est reprise ensuite pour chaque tome de la Roue du Temps. Donc sur les 14 tomes de la Roue du Temps, commence toujours avec un prologue et un chapitre 1 qui commence avec la même phrase, qui débute ainsi: La Roue du Temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. Puis les légendes se métamorphosent en mythes, qui sombrent eux-mêmes dans l'oubli longtemps avant la renaissance de l'âge qui leur donna le jour. Et donc on introduit tout de suite une sorte donc donc ce fameux La Roue du Temps. Donc on commence, même le titre du livre, c'est La Roue du Temps, et on commence par sa première phrase: La Roue du Temps tourne. Et on part tout de suite dans ce côté très cycle de réincarnation, cycle éternel et tout. Et juste après, au cœur d'un âge, nommé le troisième par certains, une ère encore à venir et depuis longtemps révolue, un vent se mit à souffler dans les montagnes de la brume, sans être le début, qu'il n'y a ni commencement ni fin à la rotation de la roue du temps. Ce vent était un début. Et le 1 est en italique dans les romans systématiquement pour vraiment appuyer sur le fait que si ça n'était pas le début, c'est un début et on attaque un nouveau tome et l'histoire commence à chaque fois. Et donc à chaque nouveau tome, un vent souffle et on apporte un nouveau chapitre à cette grande saga. Donc en termes d'impression, moi j'ai lu La Roue du Temps quand j'avais à peu près 17 ans, 18 ans. J'ai commencé à lire et ça a été vraiment marquant sur ce début parce qu'on nous accroche rapidement avec une scène de catastrophe qui donne envie de lire et de voir ce qui se passe exactement. On comprend ce côté presque post-apocalyptique rapidement, et on nous introduit avec une phrase qui est vraiment assez iconique, qui est bien écrite et qui introduit tout de suite ce concept de ok, qu'est-ce que c'est la roue du temps? Ok, on nous explique tout de suite c'est quoi la roue du temps. C'est un concept, c'est un cycle éternel, et on va nous raconter un chapitre dans cette histoire. C'est si vieux que ça, la roue du temps. Et oui. Super, je te remercie. Et pour finir, Babar des Bois, peux-tu nous parler de cette belle saga qui est Le Trône de Fer? Voilà, une saga qui va commencer aussi par un prologue, alors qui dans la version française est appelé Prélude,
Et les premiers mots, c'est mieux vaudrait rentrer maintenant, nous dit un frère de la garde de nuit. Alors en anglais, je la trouve plus poignante puisque c'est We should start back, qu'on pourrait dire, enfin qui est bien traduite. Hein, on voudrait rentrer, mais ça peut avoir aussi le sens de il faudrait recommencer. Et donc d'ailleurs petit clin d'œil à la roue du temps aussi, hein, puisque la question de la cyclicité des temps est quelque chose d'important chez Martin, dont on sait d'ailleurs qu'il a eu la roue du temps et qu'il aime beaucoup la roue du temps. Alors du coup, ce chapitre, c'est vraiment un chapitre entre guillemets classique, pas de poème ou de chroniques en fait historiques qui seraient, mais en fait on va suivre 3 frères de la garde de nuit qui sont partis du mur il y a 8 jours et qui traquent des sauvageons dans la forêt hantée qui se trouve au-delà du mur. On a donc un jeune lord, un jeune cerf plutôt, un jeune seigneur qui est rentré dans la garde de nuit il y a moins d'1 an, qui s'appelle Ser Vemar Royce, et qui est suivi par 2 frères, alors plus âgés de la garde de nuit, qui sont là depuis plus longtemps, qui sont Gareth et Will. Et le chapitre commence du point de vue de Will, enfin on est du point de vue de Will. Et donc ça fait 8 jours qu'il traque ces sauvageons. Et ils sont sur le point de les trouver. Il y a même Will qui fait office d'éclaireur, qui les a trouvés, qui dit bah en fait ils sont morts. Il a trouvé le campement, ils sont morts. Sauf que Ser Vemar, il est pas trop, enfin il n'a pas la preuve devant lui et il veut rentrer au mur avec la preuve absolue qu'ils sont morts. Donc il demande à ce que la petite expédition se poursuive. Et on sent en fait dès le départ qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Gareth et Will sont terrorisés sans qu'on sache de quoi il en retourne. Et finalement, ils arrivent au campement des sauvageons. Et à ce moment-là, ils observent que oui, que y a le campement est bien là. Par contre, il n'y a plus les corps. Il n'y a plus rien, plus personne. Et c'est à ce moment-là en fait que vont apparaître les autres ou les marcheurs blancs dans la version, qu'on a dans la version ivresse, mais surtout dans la version adapté dans Game of Thrones, mais en tout cas, moi je vais beaucoup plus parler des autres, avec un grand A, qui sont des espèces de créatures qui n'ont pas vraiment de matérialité, enfin ils sont décrits sous des formes un petit peu changeants, un peu mouvants, et qui s'en prennent d'abord à Ser Vemar Royce, je vais y arriver, et qui le tuent après un combat épique mais très court, pauvre Ser Vemar, et ils disparaissent. Ils disparaissent et donc Will, qui s'était planqué en haut d'un arbre, redescend et se dit bah faut vite que je me barre et pour que je raconte tout ça. Sauf qu'au moment où il redescend, il se retrouve face au cadavre de Ser Vemar Royce qui s'est relevé et qui en fait commence à l'étrangler avec des mains qui diffusent un froid polaire. Et ça se finit là-dessus. Donc voilà, c'est sur les souvenirs de lecture. Alors moi, j'ai lu le Trône de Fer il y a un peu plus de 10 ans, donc j'avais une vingtaine d'années. Ce qui fait que c'est pas mon premier rapport avec la fantasy ou quoi que ce soit, et j'ai toujours eu un peu de mal avec les prologues. J'ai failli abandonner Harry Potter parce que le prologue, vraiment, j'ai pas réussi. Il a fallu que je saute le prologue, que je lise directement le chapitre 1 pour m'y mettre. En fait, je suis revenue au prologue bien plus tard, au moment des relectures. Et en fait, celui-là, il m'a pris assez rapidement parce que je trouve qu'il y a une rentrée assez progressive en fait dans un univers horrifique qui se fait de plus en plus important. Il y a vraiment un gros travail qui est fait sur l'ambiance et surtout, j'ai beaucoup aimé la façon dont les autres sont décrits dans la saga. Cet aspect vraiment en fait très fantasmagorique, très surnaturel et on a l'impression qu'ils sont même pas matériels. Ils ont une forme humaine, mais encore c'est même pas sûr en fait. Ils sont souvent décrits comme étant des ombres ou alors comme étant une forme de nature personnifiée. Et c'est un aspect que j'avais beaucoup aimé, que du coup j'aime moins dans l'adaptation, parce que dans l'adaptation ils ont vraiment une matérialité. Enfin, c'est vraiment des créatures humaines qu'on voit qui sont un peu différents, qui sont bleus et ils n'ont pas la peau de la même façon, mais vraiment il y a le côté très, on ne sait pas trop ce que c'est dans la saga, que j'ai beaucoup aimé et qui m'a tout de suite en fait accroché à l'univers. Voilà. Super, merci beaucoup. Écoutez, merci pour vos introductions. Ça va nous permettre d'une part d'avoir les 4 sagas introduites pour le reste du débat, également pour le chat.
Alors, avant de commencer notre table ronde, donc j'ai préparé des petites questions pour que tout le monde puisse échanger ensemble sur les 4 sagas. Ça va être l'heure de notre premier flash concours. Est-ce que le chat est prêt? Alors là, on va jouer pour le lot du Seigneur des Anneaux. Donc je le rappelle, vous avez une édition collector pocket du Seigneur des Anneaux et une édition classique du Hobbit. Donc la façon de gagner, ça va être très simple. Je vais vous poser une question et le ou la première à répondre correctement remportera le lot. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? J'attends confirmation qu'on m'entende bien, qu'il n'y ait pas de déconnexion. Ok, super. Alors attention, ça va aller très vite. Qui a le surnom Grand Pas? J'aurais voulu jouer. Dommage. Ah, on peut pas jouer, on peut Bravo. pas jouer, bravo. Non, dommage, on peut pas Alors jouer. bravo, on a déjà notre gagnant Nelly FG, bravo. Tu as été la plus rapide, donc on te contactera en message privé sur Twitch, donc n'hésite pas à surveiller ça de près. Bien joué aux autres, j'ai vu que vous avez été très réactifs, ne vous inquiétez pas, on aura plein d'autres petits concours et questions tout au long de cette table ronde. Hop. Ah, il Voilà. faut être attentif, parce que ça part vite. Et oui, voilà, j'ai bien noté ton pseudo et voilà, on te recontactera en privé. Super. Alors, je vous propose du coup de commencer notre table ronde. Donc, la première question va porter sur les origines des premiers mots. Donc, les premiers mots d'un livre. Derrière chaque introduction, il y a un processus créatif, des choix d'auteur, parfois même des révisions importantes. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc ma première question va être que sait-on de la manière dont ces premières phrases ou ces débuts ont été écrites? Est-ce que c'est un choix immédiat ou un texte retravaillé? Est-ce qu'il y a des anecdotes intéressantes autour de ces débuts? Du coup, qui veut commencer à répondre à ces questions? Moi, je veux bien commencer. Ben, je t'en prie. Allons-y. Comme ça va me permettre d'introduire aussi le Hobbit. Donc je récapitule. En 37, Tolkien se fait éditer le Hobbit. Et la première phrase qui est quand même culte de Bilbo le Hobbit, c'est « Au fond d'un trou, vivait un Hobbit ». Et le succès du livre a fait que son éditeur lui demande il veut plus de Hobbit. Il veut un nouveau roman avec plus de Hobbit. Tolkien, à l'époque, veut éditer le Silmarillion, donc qui recouvre les temps anciens. Et bah, c'est compliqué pour lui parce que il est dans les elfes, dans l'épique, et on lui demande un peu plus de, pas de mignonnerie, mais d'un peu moins épique. Et donc il commence son Seigneur des Anneaux. Et il repart de là où il s'est arrêté, donc il repart en comté avec Bilbo. Et ce qui est amusant, c'est que le premier chapitre du Seigneur des Anneaux le titre du premier chapitre du Seigneur des Anneaux répond au titre du premier chapitre du Hobbit. Le Hobbit, c'est une fête inattendue. Le premier chapitre du Seigneur des Anneaux, c'est une fête très attendue. Et la fête très attendue, c'est les 144 ans. Donc c'est les 111 ans, les 11 ans, comme il dit dans le roman de Bilbo, et les 33 ans, la majorité de Frodo. Et on sait que Tolkien a eu beaucoup de mal à commencer son roman, parce qu'il a eu du mal à trouver un point d'avancée. C'est qu'est-ce qu'il veut raconter avec ses hobbits. Il avait déjà fait l'aller-retour avec Bilbo, qu'est-ce qu'il peut raconter d'autre? Et on sait que jusqu'à Rivendell, il a eu du mal, il a fait beaucoup de réécriture. Et en gros, le premier chapitre est un chapitre très introductif où on a l'anniversaire. On a le petit passage un petit peu, pas horrifique, mais un petit peu avec la dispute de Bilbo et de Gandalf. Et le second chapitre pose vraiment les bases avec l'anneau unique, l'inscription de l'anneau. Et c'est là vraiment où il part. Mais il a eu du mal à trouver un bon rythme. Voilà. Ok, super.
Je te remercie. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, à nos intervenants de discuter ou de rebondir sur ce qui a été dit. Mais c'est exactement la même chose avec Harry Potter parce que le premier chapitre, il y a eu énormément de versions. Et c'est peut-être le chapitre qui a un rythme le plus lent dans le premier livre où on a un peu du mal à rentrer dedans. Je crois que j'en avais déjà discuté en podcast avec d'autres personnes qui avaient arrêté de lire après le chapitre 1 et qui avaient repris plus tard, à partir du 2 ou des années plus tard le 1. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, les premières phrases d'Harry Potter, ça pose tout de suite le ton de ça va être humoristique. Ouais, avec les Dursley, voilà, avec les Dursley qui sont présentés. Rien que la première phrase déjà est humoristique et tu sens que tu vas être sur un truc un peu léger, on va dire, un peu, voilà, effectivement pour les enfants certes, mais j'ai trouvé que ça donnait tout de suite le ton et on comprenait qui étaient les Dursley en une seule phrase. Oui. Et moi, ça m'a plutôt accroché quand j'ai lu ça, et j'ai lu ça au même temps que j'ai lu Le Seigneur des Anneaux au final, puisque c'est sorti peu après. Harry Potter sorti vers. Voilà. J'ai lu ça vers. T'avais quel âge à peu près ? J'ai lu ça, j'avais Harry Potter, j'ai lu ça vers 19 ans, je crois, 19-20 ans. Voilà. Et je pense que les personnes qui ont du mal sur le premier chapitre-là avaient plus vers 10 ans. Ah oui, effectivement. La lecture. Ouais. Et je pense que l'introduction sur l'entreprise de perceuse, sur Dursley qui rencontre des gens habillés un peu avec des robes, c'est pas ce qui passionne le plus un enfant de 8 ans, et ça vient plus après avec les lettres, l'arrivée d'Hagrid et la présentation de Poudlard. C'est vrai, mais il faut passer par cet ancrage sur la réalité avant d'introduire le fantastique, et je trouvais que ça fonctionnait bien, mais t'as raison sur le fait que pour des gens plus jeunes qui commencent... Après coup, avec le recul, je trouve que ça fonctionne bien, mais peut-être sur le moment à l'instant T, quand j'ai lu pour la première fois le chapitre, c'est pas celui qui m'a le plus emballé. Ouais. Il y avait plusieurs versions, ouais. Je voudrais revenir rapidement sur ce que disait Dodoxo sur le début du Seigneur des Anneaux en fait, et sur le fait que ça happe. Pour moi ça a été une expérience vraiment particulière parce que j'ai lu Seigneur des Anneaux, donc j'étais en 5e quand j'ai lu ça, donc beaucoup plus jeune, et autant la phrase d'accroche, donc la phrase sur les anneaux, donc 3 anneaux, etc., 7 anneaux, c'est vraiment accrocheur. Et c'est ultra efficace, et ça me fait penser aussi à Isaac Asimov avec son recueil de nouvelles sur les robots qui commence avec les 3 lois de la robotique, qui pose les bases et qui explique tout l'univers d'un seul coup, et qui accroche instantanément. Mais avec Seigneur des Anneaux, juste après, on a le prologue de Hobbit, le prologue de la Comté, le prologue de l'Herbe à Pipe, qui sont, pour un enfant de mon âge à l'époque, en 5e, étaient insupportables. Et je n'ai pas lu le Hobbit avant, en fait, donc j'ai découvert ça directement, et j'ai sauté les premiers prologues parce que c'était totalement inintéressant pour moi, et quand je suis tombé sur le prologue de l'anneau, de l'épique, des elfes, des combats, des machins, c'est génial, et après je suis parti et ça m'a permis de rentrer dans le truc, mais j'aurais pu arrêter avant si j'avais pas décidé de sauter ces premiers prologues qui étaient pour moi beaucoup trop longs et difficiles à lire, alors que les premiers mots étaient super accrocheurs. Je suis assez d'accord, c'est vrai que le prologue sur les Hobbits est très long, alors que le poème accroche tout de suite, on a envie de savoir quel est ce Seigneur des Anneaux, et on se retrouve sur une petite vie de hobbits bien rangés dans leur campagne, qui fument du tabac, et qui collectionnent des objets, et on se dit, mais qu'est-ce qui est épique là-dedans? En fait, rien. C'est ça. Il est en train de me faire un cours d'histoire et de commerce sur le tabac dans un monde fantastique, mais qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant à la relecture, par contre. Ah oui, clairement. Et en plus, il spoil à la fin de l'introduction, il spoil le destin de 2 des héros de 2 des Hobbits. Je me souviens même pas. 2 mois pourtant. En fait, il spoil à la fin que comme c'est la copie du livre rouge, donc écrit par Frodo, Bilbo et en fait, on sait que Maître Meriadoc et Maître Sam Gamgee sont toujours vivants, étaient toujours vivants au 4e âge. Donc on sait déjà que si on fait attention, que eux ils peuvent rien leur arriver parce que c'est eux qui transmettent les livres. Oui, enfin ils sont en vie, c'est tout, mais après c'est le voyage qui compte et ce qu'ils vont vivre et tout ça. Après, c'est pas vraiment un spoiler. Oui. Et oui, je vois ce que tu veux dire. Exactement. C'est rigolo parce que dans le chat, il y en a quand même beaucoup qui disent que le prologue est pas forcément le plus facile pour rentrer dans l'œuvre, et qu'il y en a beaucoup qui l'ont apprécié, mais à la relecture en fait, pas en première lecture. Mais clairement, moi aussi.
quand c'était un peu un calvaire en mode mais pourquoi? Et quand tu as lu l'œuvre la première fois et que tu le reprends, tu fais ah oui, là je comprends mieux. Parce que j'ai lu le Hobbit bien après aussi. Et que là tu comprends. En fait, c'est une sorte de soft reboot, on appellera ça maintenant un soft reboot du Hobbit, c'est-à-dire on te présente les Hobbits qu'on ne connaît pas avant, et on te précise leur taille, leur mode de vie, pour que tu comprennes la vie en comté, et que tu comprennes le danger qui va arriver très vite dans les chapitres 2, 3 et 4. Oui. Parce que quand les Nazgûl vont arriver, les gentils Hobbits qui font pousser leurs fleurs et leurs patates, bon... Ils vont arriver des problèmes quand même. C'est vraiment intéressant parce qu'on nous introduit vraiment ça. Pourtant, il a inspiré tellement d'auteurs derrière lui, Tolkien, et pourtant, il a vraiment écrit ça comme un livre d'histoire, comme tu disais, où finalement, c'est pris très au sérieux, et il n'est pas là pour raconter une histoire épique à la base, il est là pour raconter un univers, comment il est, comme s'il nous parlait d'un pays lointain, certes, mais proche de nous, quoi. Exactement. Le prologue de l'Arcane des épées aussi commence par une page d'une chronique historique, en fait, sur l'histoire du roi qui est mourant au début de la saga, mais où justement on a ses hauts faits, en fait. Donc on a un petit peu ce rapport où il y a une chronique qui a été écrite, et en fait on a les pages qui font les débuts de certains chapitres. Ce qui est aussi une façon en fait d'introduire, et qui, je trouve, en fantasy, c'est une façon de mettre de la profondeur historique au monde. Montrer que il a existé des choses avant, que ça a été réfléchi, que ça a été écrit dans l'univers. Je rejoins Chris sur le placement de Tad Williams, c'est bien, j'aime bien. Voilà, toujours. Et, du coup, excuse-moi Lilou, je te prends ton rôle une seconde, parce que Babar n'a pas parlé de son œuvre du coup encore du tout. Pas de souci. Ouais, alors le prologue, en fait, il faut savoir que c'est pas le premier chapitre qui a été écrit par Martin. Ça, on le sait parce c'est une histoire qu'il raconte assez souvent. C'est en fait le tout premier chapitre qu'il a écrit, c'est celui de Bran 1. Enfin, c'est le chapitre qui suit juste le prologue, qui est celui de la découverte des loups. Celui où en fait Bran va suivre l'exécution de justement d'un des trois comparses, le seul qui a résisté à l'attaque des autres, qui a réussi à s'enfuir et qui se fait choper, manque de bol, par les Nordiques, et qui se fait exécuter par Lord Stark. Et donc en fait c'est celui-là, le tout premier chapitre qu'il a écrit, et il le dit lui-même, en fait ça vient d'une inspiration qu'il a eue, mais comme ça d'un coup. Donc on se situe on est en 1991, donc il y a quand même 34 ans, et il est en train à ce moment-là, Martin, d'écrire un roman de science-fiction d'inspiration arthurienne, un roman qui s'appelle Avalon, qui ne sortira jamais. D'un coup, en fait, à un moment donné, il y a des mots qui lui viennent en tête, c'est The Summer Snows, donc les neiges d'été. Et c'est un oxymore, en fait, qui est puissant à ses yeux, et en fait, qu'il le travaille, et ça lui donne vraiment l'idée d'un monde où le système de saison est complètement déréglé. Et donc, en fait, c'est ce chapitre-là, vraiment, qui lui vient en tête en premier. Et on retrouve un petit peu, en fait, cette idée d'origine avec le prologue, puisqu'on est vraiment projeté au cœur des contrées de l'hiver, on est au-delà du mur, et on est à la rencontre de créatures surnaturelles. Donc les autres. On sait que ces créatures sont liées d'une façon ou d'une autre à ces dérèglements des saisons. Alors on ne sait pas si c'est la cause, si c'est la conséquence, si c'est lié d'une autre façon, mais en tout cas il y a un lien. Et le prologue, en fait, il permet de mettre l'accent sur la menace principale de l'univers, le péril mortel, et il introduit aussi l'élément surnaturel, parce que c'est vrai que le Trône de Fer a souvent été mis en avant comme une saga de fantasy qui plairait aux gens qui n'aimaient pas la fantasy, parce qu'on a c'est une fresque qui est très très politique, et les éléments surnaturels en fait sont peu présents, surtout au début. Et là, l'élément surnaturel est présent en fait dès le départ, dès le prologue. Puis on le met de côté et on n'y retourne que à la fin de la saga, puisque le premier chapitre, le prologue, celui des autres, fait écho au dernier chapitre de ce tome-là, qui est un chapitre de Daenerys, et qui, alors attention, je vais spoiler la fin du premier tome du Trône de Fer, mais qui est en fait la renaissance des dragons. Et c'est vraiment les deux chapitres, enfin le surnaturel entoure ce tome, mais n'est pas très présent à l'intérieur du tome en lui-même. Donc je trouvais que c'était une construction en fait de chapitres, de tomes assez intéressante. On commence par le surnaturel, puis on le met de côté pendant un bon bout de temps, et on le finit. Il faut savoir que Martin a aussi glissé un petit clin d'œil à un de ses recueils de nouvelles, parce que Martin
de base, en fait, c'est un novelliste, hein, quelqu'un qui écrit surtout beaucoup des nouvelles. Et dans les premiers mots, enfin dans les premières pages de son prologue, on a un des personnages qui a cette phrase My mother told me that dead men sing no songs. Donc ma mère me disait que les morts ne chantaient pas de chansons. Et en fait, c'est un clin d'œil à, une référence intersexuelle à un de ses recueils qui s'appelle Songs the Dead Men Sing. Donc les chansons que les morts chantent. Voilà, donc c'est ça, ça nous introduit bien aussi à ce qu'aime bien faire Martin. Il fait tout plein de petites références à droite à gauche aux sagas qu'il a aimées, à ses propres œuvres, etc. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du prologue de George Martin, qui est en fait plus l'histoire du chapitre d'après que du prologue en lui-même. Super, merci. Est-ce que quelqu'un a autre chose à rajouter sur cette première question? J'avais peut pas passer à parlé la des suite. brouillons de J.K. Rowling, du coup. Ah mais vas-y, je t'en prie, c'est l'occasion. Parce qu'il y a eu plusieurs versions du premier chapitre. Donc des versions qui ont décrit les scènes où on voit Voldemort tuer Potter, par exemple, avec Otto Solo. Mais aussi, dans une des versions, il y avait les Potter qui habitaient sur une île qui était isolée. Et c'est le père d'Hermione qui a été primé sur les lieux. Et J.K. Rowling, dans ces brouillons-là, va reprendre plusieurs de ces éléments pour les réutiliser plus tard. Je pense notamment en élément qui a été repris. La répartition pour les élèves de Poudlard aurait dû être faite par 4 statuts, et ça a été repris pour Ilvermorny plus tard pour l'école américaine. Et on a un chapitre qui a été un brouillon qui a été introduit lors d'une exposition, donc Harry Potter A History of Magic à Londres. Et on a pu avoir le brouillon en entier qui a été traduit par des membres de la Gazette du Sorcier. Donc c'est le nain aux yeux rouges. Et dans ce chapitre-là, Hagrid va rencontrer le ministre Moldu qui s'appelle Fudge, donc qui va être le ministre de la magie dans la version originale, et qui va un peu le prévenir des dangers que représente Voldemort, lui demander de faire une conférence de presse. Et celui-ci va prévenir un peu le monde des Moldus qu'il ne faut pas donner d'informations à ce sorcier. Et on va retrouver aussi Vernon qui va récupérer Harry, la garde de Harry, un mardi, tout comme dans le chapitre que j'ai présenté tout à l'heure. Et donc, dans ces éléments-là, on retrouve Hagrid, on retrouve forcément le fait de ne pas prononcer le nom de Voldemort. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont gardés, qui sont intéressants. Même les noms, on retrouve la famille Boss, Dédalus Dickel, le concept de Moldu, le sortilège de Fidelitas, parce qu'il ne faut pas donner d'informations à Voldemort. Et Voldemort est un nain aux yeux rouges. Bon, il a gardé que les yeux rouges dans la version originale, mais il y a plein de brouillons comme ça, et il y a vraiment beaucoup de versions de ce premier chapitre. Quelques versions en tout cas. On peut retrouver des informations sur l'ancien site de J.K. Rowling. C'était Pottermore de Non, mémoire c'était un autre site. C'était autre J.K. site Rowling. encore C'était un D'accord. autre site avant Pottermore. Donc il y Ok. avait des brouillons, il y avait des anecdotes, elle débunkait de fausses informations aussi. Le site a été remis en ligne par, je crois, le Rowling Librairie. Donc il y a toujours une version qui est accessible. D'accord. Ok, super. J'imagine que vous en avez également parlé sur la Gazette. Oui, des il y articles a des Oui. articles sur les traductions, sur tout ce qui est brouillon. Il y a plusieurs articles sur les différents brouillons, parce qu'il y a un brouillon aussi dans Harry Potter 2, où Harry va dans la voiture volante, atterrit dans le lac et rencontre les aides de l'eau. Donc, qui a complètement été enlevé. Et donc, ils arrivent du coup dans le sol cogneur. Et les aides de l'eau, à ce moment-là, parlent anglais. Et dans la version qu'on connaît, ils parlent une autre langue. Donc, il y a plein de brouillons comme ça. Je les connais pas tous, mais... D'accord. Il y a Ipsut qui nous confirme que tout le site a été retraduit en français par la Gazette, donc bravo à vous pour votre travail. Et donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, de faire un tour sur le site de la Gazette. Oui, Ipsut avant nous de- dit, ouais. Bah, Elle, oui, dit, oui. ouais. Elle avait fixé les jours de la semaine avant tout le reste, et si on regarde le calendrier de 1981, du coup, pour le chapitre 1, les jours ne correspondent pas exactement à ce qui devait être. Le 31 octobre n'est pas un mardi normalement, mais un dimanche. Quoi. C'est chouette de pouvoir avoir les brouillons comme ça et Ouais, les c'est trucs de top. travail. Nous, c'est quelque chose Alors, on a des versions de chapitres, mais sur les tomes d'après, vraiment sur le tome 4 et le tome 5,
Alors quand je parle de tomes, je parle des intégrales. Donc en fait, pour les intégrales 4 et les intégrales 5, en fait, Martine avait publié certains des chapitres, ou avait lu certains des chapitres en convention. On a la même chose pour la future, peut-être un jour, intégrale 6. Où on a en fait des chapitres qui ont été pré-publiés et il y a quand même des différences avec les versions qu'on a eues qui sont effectivement publiées. Et je trouve ça vraiment passionnant de voir vraiment le cheminement et la réflexion de l'auteur ou de l'autrice entre ses plans d'origine et ce que ça donne en fait le rendu final. Et ça, j'avoue que j'aimerais bien avoir les brouillons de Martine pour le prologue. Et aussi de savoir quand est-ce qu'il l'a écrit, parce qu'en fait, Martine, de ce qu'on arrive à en savoir, il écrit plutôt par point de vue. En fait, il fait un personnage point de vue par personnage point de vue. Et du coup, en fait, ces prologues qui sont des personnages qui sont pas les personnages point de vue principaux, qui sont des personnages secondaires. En fait, de toute façon, chez Martine, un petit truc, le personnage point de vue du prologue ou de l'épilogue finit mal. De vous être sûr que si vous commencez un chapitre avec le personnage point de vue, il finit par mourir en fait. Et du coup, la question c'est à quel moment en fait c'est ce qu'il écrit, ce prologue et épilogue, est-ce que c'est la toute fin, est-ce que c'est au tout début, ça c'est quelque chose c'est pas une information qu'on a. Ouais, juste pour rebondir pour les brouillons, c'est pareil. Sur les tomes Histoire de la Terre du Milieu, le tome 6 à 8, c'est tous les chapitres du Seigneur des Anneaux, qui sont malheureusement pour l'instant que disponibles qu'en anglais. Bourgois n'a pas prévu de les traduire pour l'instant. Et comme je ne veux pas lire Tolkien en anglais parce que c'est un peu complexe et que je veux garder la possibilité de bien les comprendre, je sais qu'ils existent, mais malheureusement pas encore en français. Et j'espère un jour que Bourgois va les traduire pour avoir justement pareil cette petite nuance de tiens, il a voulu utiliser ça, ah maintenant il est parti sur tel sens et toutes ces réécritures. Merci. Est-ce que TS, tu as quelque chose à rajouter ? Oui, je vois qu'en fait on est parti sur les origines de chaque œuvre et comment elle a été construite et tout par son auteur, donc c'est intéressant. Côté Robert Jordan en fait, et pour La Roue du Temps, c'est aussi assez intéressant, c'est un peu dans le même style où ce qu'il a prévu de faire à l'origine pour La Roue du Temps, c'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que en fait Robert Jordan quand il a écrit La Roue du Temps, avant d'écrire La Roue du Temps en fait il a écrit des nouvelles pour Conan le Barbare en fait. Donc il y a plusieurs livres Conan le Barbare qui ont été écrits par Robert Jordan et c'est pas du tout le même univers que La Roue du Temps. Bon c'est de la fantasy mais c'est le seul point commun quoi. Et à l'origine Jordan quand il a commencé à écrire La Roue du Temps, il a commencé à l'écrire en 84. Il avait prévu de ne faire qu'une trilogie. Et sur un univers beaucoup plus, on va dire, grimdark, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire de la violence, du sexe, c'était vraiment un truc pas du tout ce qu'on a aujourd'hui, ou qui est vraiment de la fantasy, de la haute fantasy pure façon Tolkien. C'était quelque chose de beaucoup plus bourrin, et c'est à force d'avancer dans l'écriture qu'il en est arrivé à La Roue du Temps telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on aurait pu avoir une Roue du Temps totalement différente au final de ce qu'on a eu. Et quand il a écrit son premier tome, donc L'Œil du Monde, il s'est retrouvé à vouloir en fait rendre sa saga approchable. Et il a décidé de faire quelque chose qui ressemble à du Tolkien. Et donc du coup, on a la même trame un petit peu principale que le Seigneur des Anneaux, avec on commence à la campagne avec un berger qui s'occupe de ses moutons, qui a une vie très simple et qui se retrouve par le destin à faire un grand voyage initiatique. Et il y a une grande destinée pour lui et il va voyager tout le long du tome pour aller sauver le monde à la fin, et il va rencontrer un homme, par exemple un homme arbre par exemple qui ressemble fort à un ent, ce genre de choses. Donc il y a plein d'éléments très similaires dans l'écriture et dans le scénario qui ressemblent au Seigneur des Anneaux, et c'est fait exprès. Ce qui voulait rendre son œuvre approchable, et après, une fois qu'il a accroché son lecteur, on va dire, quelque chose de connu, il part dans ce qu'il voulait réellement faire, donc un univers beaucoup plus complexe, avec beaucoup plus de politique, beaucoup plus
de personnages différents, etc. Et ça ressemble plus du tout au Seigneur des Anneaux à partir du 3e tome, 4e tome. On n'est plus du tout dans le même univers, mais c'est vrai que si quelqu'un lit aujourd'hui La Roue du Temps et ne l'a jamais lu, il va commencer le premier tome, il va se dire oui, c'est relativement simple et c'est du déjà vu, j'ai déjà vu ça, ça ressemble à ce qui se fait déjà, et oui, c'était fait exprès à l'époque par l'auteur, c'était une volonté. C'est rigolo cette idée de on fait une trilogie. C'était l'idée de Martin aussi, parce que alors je vais pas passer trop de temps dessus, mais on a la lettre que George Martin a envoyée en 1993 à son éditeur, où en fait il raconte la trame générale de son histoire, et c'est une trilogie à l'origine. Et il y a vraiment cette idée en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place par la parution du Seigneur des Anneaux, mais qui est pas conçu comme étant une trilogie, mais en tout cas, les éditeurs en fait ont découvert une trilogie. Et Martin a l'idée à l'origine de faire une trilogie, sauf que on sait comment ça a dérivé. On en est pour l'instant à 7 tomes prévus, et on en a 5 sur les 7. Et alors, juste pour la petite anecdote, les brouillons sont disponibles sur le site de la Garde de Nuit, on mettra le lien. Mais pour la petite anecdote, dans les plans d'origine de Martin, il était censé y avoir un triangle amoureux entre Jon, Arya et Tyrion. Voilà, je vous laisse avec ça. Ok. Où sont les fanfictions? AO3, je pense qu'il doit y en avoir sur AO3 des Je fanfictions. pense. Oui, bien sûr. Ah ouais, ça. J'imagine. Alors, je regarde un peu le chat. Mais Oui, un voilà. élément intéressant avec aussi les courriers pour Bloomsbury pour Harry Potter, c'est l'une des premières critiques qui a lu la version avant édition, trouvait que Harry Potter ressemblait énormément à Charlie et la chocolaterie. Et c'est pour ça qu'elle avait aimé aussi cette introduction. Et je trouve que le héros ressemble énormément. Je sais plus comment il s'appelle le héros. C'est Charlie, non? Ah, je sais plus. Oui, c'est Charlie. Non, Charlie, c'est Charlie la chocolaterie, ouais. Bah oui. J'ai bugué. Mais ouais, elle trouvait que Harry ressemblait énormément à Charlie dans les débuts. Dans le style d'écriture. Oui, ça se tient tout à fait, effectivement. Quand tu fais le parallèle, j'avais pas pensé à regarder le parallèle entre les deux histoires en soi, mais oui, ça se tient tout à fait. On a cet enfant tout à fait normal qui est propulsé dans un monde totalement fantastique. Donc oui, ça c'est assez similaire. Super, mais je vous remercie. Alors, avant de continuer, eh bien, il va être l'heure d'un nouveau concours Flash. Est-ce que le chat est prêt? Donc là, ça va porter sur La Roue du Temps. Donc, pour rappel, vous avez le tome 1 et 2 de La Roue du Temps en version poche. Et donc, toujours le même principe, je vous pose une question, le ou la première à répondre gagne notre lot. Et voici la question. Je m'excuse d'avance si les prononciations sont mauvaises. Il y a des TH partout. Je vais faire de mon mieux. Dans la cité de Shadar-le-Goth, que trouve Matt? Et on a notre gagnant, Cosma. Bravo, tu as gagné donc le tome 1 et 2 en pocket de La Roue du Temps. Donc pareil que pour la première, on te contactera sous peu, mais de toute façon tu es sur le Discord. Donc on n'aura pas de souci pour avoir tes informations. Bravo à tous, pareil. Cosma cède sa place, du coup, à ces petits blonds qui gagnent. Alors je le note. Hop. Petit blond, merci Cosma du geste. Donc petit blond, n'hésite pas à surveiller tes messages privés sur Twitch. On reviendra vers toi pour prendre du coup tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer le lot. Super. Hop. Eh bien, je vous propose d'attaquer pour la deuxième question qui va porter donc du coup sur les thèmes des premiers mots. On en a déjà un peu parlé. Les premières phrases, ça donne souvent le ton de toute une saga ou presque. Elle pose des bases, des indices sur les grands thèmes qui vont suivre. Donc, en quoi les premiers mots de vos sagas préfigurent-ils sur les thèmes principaux de chaque univers? Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Je vais continuer à me lancer. Pour nous, les premiers mots chez Tolkien, c'est le poème de l'anneau. Donc forcément,
on va connaître qui est ce Seigneur des Anneaux. Mhm. Et on va aussi apprendre le destin des 19 autres anneaux. On va connaître le destin des trois anneaux elfes, des 7 nains et des 9 humains. Et donc c'est quand même un poème très très sombre parce que là c'est quand même un anneau pour, comme il dit, pour les amener et les dominer tous. Donc bon, c'est quand même pas très très, c'est quand même assez compliqué. C'est quand même très 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 sombre comme premier mot. Et donc ça va être le thème de où est cet anneau, quels sont devenus les autres anneaux, et comment on peut essayer de contrer ce fameux Seigneur des Anneaux. Et donc ça va être le thème forcément récurrent, puisque un des thèmes du livre et qui est bien abordé dans les films, c'est aussi quelle est la puissance de l'anneau. Tout le monde refuse, tous les gentils refusent l'anneau unique. Gandalf, Galadriel, tous. Et ceux qui y succombent, c'est ceux qui, globalement, vont mourir. Globalement. Je mets des guillemets, mais... Donc oui, c'est un thème assez sombre. Et on enchaîne directement par la fête d'anniversaire de Bilbo, qui est quand même somme toute très très joyeuse. Et on a aussi, juste après, quand il devient invisible, la dispute entre Gandalf et Bilbo, où on sent que l'anneau a pris une grosse place dans l'esprit de Bilbo. Parce qu'il s'énerve tout seul, en fait, Bilbo. Il ne veut pas le lâcher. Et c'est juste que Gandalf le contraint avec beaucoup de persuasion en disant « Laissez l'anneau. Il vous a fait assez de mal, laissez l'anneau. » Et Bilbo arrive enfin à le lâcher et à partir. Et ensuite, au chapitre second, c'est là qu'on a le fameux texte de l'anneau et toute l'histoire qui va avec. Et donc oui, c'est le fil conducteur de toute la saga qui fait plus de 1000 pages. Okay. Moi, je trouve que ce poème de l'anneau qui débute la saga, c'est immaculé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça ne vieillit pas, c'est toujours aussi efficace. Et je crois pas avoir vu une ouverture de roman comme ça de fantasy aussi forte, même aujourd'hui. Je réfléchis à ce qui m'a marqué tout ça, j'ai quelques exemples et tout en tête, mais quand je relis ça, je me dis mais c'est trop bien, ça explique tout. On comprend tout de suite, il y a vraiment un manichéisme complet sur l'anneau, c'est maléfique. Il faut pas chercher et ça va mal se passer effectivement si on essaye d'avoir l'anneau. Et on nous introduit, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des humains, il y a des pays fantastiques, il y a des ténèbres, et au centre de tout ça, il y a 7 anneaux. Voilà, vraiment, je trouve ça d'une efficacité absolue. Et pour moi, c'est assez énigmatique pour qu'on ait envie d'en apprendre plus et assez explicite pour se dire « Ah ok, j'ai tout compris ». Sauf que forcément, on n'a pas tout compris parce qu'en plus, après, on connaît les 9 marcheurs contre les 9 Nazgûl, et donc il y a toutes ces thématiques qui vont s'ouvrir avec leur quête, quoi. Donc oui, c'est marquant et je vais utiliser le mot culte, même si j'aime pas, mais c'est un peu l'idée, quoi. De fait, le poème de l'anneau, ça fait partie des éléments que même si on ne connaît pas énormément le Seigneur des Anneaux, qu'on a entendu au moins une fois, qui marque, quoi, qui est rentré vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la pop culture en général, comme phrase marquante. Et voilà. Clairement. C'était tout le génie de Tolkien d'arriver à écrire et de marquer, surtout. Qui veut parler de sa saga? Allons-y. Ouais, alors en fait, ce qui est intéressant avec ce prologue, il y a plein de choses. Il y a déjà alors un truc en termes de système narratif, c'est que Martin écrit par point de vue, par personnage point de vue. Et il y a une rigueur assez stricte en fait. On est dans la tête d'un personnage et on ne quitte pas.
ce personnage-là, donc on a ses pensées à lui, mais pas celles des autres. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce système-là, ça permet à Martine d'introduire des biais d'appréciation et de cacher des mystères. Et en fait, il y a on le voit déjà dès le prologue, parce qu'on est du point de vue de Will, donc un des frères de la garde de nuit, qui est sous les ordres de Sir Vema Royce, et il l'aime pas beaucoup. Et en fait, on a toute la haine et tout le rejet qu'on a et qu'on adopte en fait inconsciemment envers ce jeune homme qui nous semble prendre des décisions stupides. Et en fait, à la relecture, quand on voit, on se rend compte que si on arrive à se départir de la vision que le point de vue nous introduit, en fait, on voit que ce Sir Vema Royce, alors effectivement, il est bourré d'ego et très méprisant, mais en fait, on voit aussi les qualités qu'il a. C'est quelqu'un qui analyse énormément les choses et qui prend des décisions qui sont pas si mauvaises que ça, en fait. Et du coup, ça, c'est assez intéressant et ça, on le voit à la relecture. Et d'ailleurs, la toute première phrase qui ouvre littéralement vraiment la saga, c'est We should start back, et qui peut aussi être lu. Est-ce que c'était volontaire ou pas, ça on en a débattu, on ne s'est pas tranché, mais qui peut aussi inciter à la relecture, à revenir en arrière. Et on sait que Martine, lui, c'est une façon de dialoguer avec le lecteur qu'il aime beaucoup. Et alors pour en revenir vraiment aux thématiques principales de la saga, il y en a 3 principales qui sont introduites dès ce prologue. Il y a déjà la question de les ténèbres qui tombent. C'est littéralement la première phrase, hein. Enfin la deuxième plutôt, mais c'est mieux vaudrait rentrer maintenant, conseilla Gareth d'un ton pressant, tandis que peu à peu l'ombre épaississait les bois alentour. Et c'est vraiment la préfiguration des ténèbres qui tombent en fait sur le monde humain, qui annonce alors non seulement la venue de l'hiver, mais aussi la guerre qui va déchirer les humains et les 7 couronnes. On a aussi cette idée de le véritable ennemi, c'est le froid. C'est une phrase qui est prononcée aussi dans le prologue et qui fait référence ici non seulement à l'hiver, mais aussi à cette menace représentée par les autres. Et ceux qu'ils amènent. Donc ça, c'est une première thématique. Vraiment, le côté, c'est un monde qui sombre en fait dans des ténèbres qui viennent à la fois d'une menace surnaturelle et à la fois du fait qu'ils sont trop déchirés entre eux. Le deuxième point, c'est qu'on est tout de suite, mais alors vraiment très très vite, mis en face d'un monde où il y a une très très forte hiérarchie sociale de laquelle découlent de fortes injustices. Parce qu'on a un homme bien né, donc Sir Vema Royce, qui vient d'une famille ancienne, qui est arrivé depuis moins d'1 an à la garde de nuit et qui est déjà en position de commandement par rapport aux 2 autres personnages qui sont là depuis... alors Gareth, celui qui est évoqué dans les premiers mots, est là depuis plus de 50 ans. Mais comme il vient il est de très très basse extraction, en fait, il est sous les ordres. Et comme c'est un prologue en fait qui s'achève sur la mort de ces personnages du fait des décisions de Sir Vema Royce, et on est tout de suite introduit à l'injustice. Encore plus que notre personnage point de vue, donc Will, le personnage dont on a les pensées, lui, il nous raconte pourquoi est-ce qu'il a été envoyé sur le mur. Il a été envoyé sur le mur parce qu'il a braconné sur les terres de son seigneur. Donc voilà, on est tout de suite introduit à cette injustice qui est marqueur très caractéristique de cet univers. Les inégalités sociales. Et dernier point, c'est un monde assez impitoyable où on peut mourir. Et où les personnages, y compris ceux qu'on suit de façon proche, meurent, y compris ceux qui font preuve d'héroïsme meurent. Donc personne en fait n'est à l'abri, et ça c'est aussi une marque qui a fait sa célébrité pour le trône de fer. Voilà. Et d'ailleurs, je sais que Martin a dit qu'il avait fait ça à cause de Tolkien quand il avait fait tuer Gandalf. Et qu'il était frustré et que même Gandalf pouvait mourir. Ce qui était assez étrange. Et c'est vrai que quand Gandalf meurt en Moria, je me souviens d'avoir posé le livre. En mode, mais ils n'y arriveront jamais sans Gandalf. Puis après, j'ai regardé le livre, j'ai fait, oui, mais il me reste 700 pages. Ils vont y... Et j'ai repris le livre. Et au final... Et ça empire. Parce qu'après, ils se séparent. Il y a plus de morts, ils se séparent. Ils sont enlevés, c'est la catastrophe. Et ensuite, il y a un vrai, pour le coup, il y a un vrai décès. Parce que, Boromir, quand même. Et après, en plus, ils se séparent. La communauté ou la fraternité
s'écroule, quoi. Mais ça m'a effleuré en me disant, mais comment... Parce que je l'ai ressenti comme ça, moi. C'est vrai que quand Gandalf meurt, c'est le point d'ancrage de la communauté, quoi. Et de la fraternité, c'est vraiment lui qui tient tout le monde, quoi. Parce qu'Aragorn n'est pas encore le roi qu'il va être. Boromir est un leader de troupe, mais pas de la sienne. Enfin, la communauté, c'est pas ses troupes à lui. Et celui qui tient la communauté et la fraternité, c'est Gandalf, quoi. Et quand Gandalf meurt, j'ai fait mon Dieu. Il y a Miss Pulsa dans le chat qui dit on l'a ressenti comme la communauté l'a ressenti dans le livre. Et c'est vraiment ça. Complètement. Clairement. Ça fait aussi la choc du attention, je respoil, mais bon, j'imagine que vous savez. De la mort de Ned, en fait, où en fait c'est un personnage, c'est vraiment le principal point de vue qu'on a. Alors il n'est pas tout seul, hein, c'est vraiment le principal point de vue qu'on a sur plus de la moitié du livre. Et là, tu fais, en fait, il va vraiment mourir, vous êtes sûr? Non, hein, non, et bah non, et bah voilà, tant pis. Il y a la même chose avec la mort de Dumbledore dans le 6 aussi, où on a l'impression que sans lui, Harry ne pouvait pas réussir. Bon, on va voir. Et surtout, on avait l'impression qu'il était parfait, Dumbledore, quand il meurt. Et, un peu un guide, un peu à la Merlin aussi, dans les légendes arthuriennes. Mais concernant Harry Potter, moi, ce que j'aime bien dans ce premier chapitre, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est les 2 premières phrases qui introduisent les Dursley. Parce que on les introduit comme des joueurs de très grande fierté et normaux, mais qui n'aiment pas perdre du temps dans tout ce qui est étrange et mystérieux, et dans tout ce qui est perdre... Attends, ils disent qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec des sornettes. Donc, on introduit la magie comme ça dès le début, c'est un peu intriguant. Et il y a cette dualité... Dans ce premier chapitre, il y a vraiment cette dualité entre le monde des Moldus et le monde magique, avec les Dursley qui représentent le monde des Moldus, et Dumbledore qui va représenter avec McGonagall, Hagrid, la moto volante, la magie. Et c'est vraiment l'essentiel. Et surtout que tout ça se passe le jour où Harry survit, mais on ne sait rien de ces événements-là. On va apprendre plus tard dans la saga, et il y a un côté de mystère dans ce premier chapitre. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose pour cette partie? Sur la roue du temps, on n'a pas eu... Ouais, on n'a pas eu sur la roue du temps. Excusez-moi, j'étais en train de m'occuper de la technique à un moment donné, j'ai raté la question que vous venez de poser. Alors c'est simplement, alors la question c'était en quoi les premiers mots du coup de ta saga préfigurent-ils les thèmes principaux? Oui, bien sûr, oui, autant pour moi. Oui, la roue du temps, en fait, c'est pour moi les premiers mots qui sont vraiment importants parce qu'il y a ce problème avec la roue du temps, c'est qu'il y a ces fameux 2 mots, puisqu'il y a le prologue d'abord, qui pose effectivement ce côté catastrophe, cataclysme, qui introduit tout de suite, donc là je vais remettre, qui introduit tout de suite en fait la folie d'un homme qui a causé la destruction du monde. Donc tout de suite on nous apporte cette information qui va être très importante pour toute la suite de l'œuvre, puisque le héros de l'œuvre, qui sera donc le héros destiné, Rand, va avoir le même destin que le protagoniste du prologue, qui est devenu fou, qui cherche sa femme désespérément, qui l'a tué lui-même, et qui a détruit le monde autour de lui. Et donc il a causé ce cataclysme et tout ça. Et donc on est tout de suite marqué par le héros, c'est lui qui est destiné, et c'est ça son destin, c'est de faire la même chose. Et comme juste après on a cette phrase sur la roue du temps tourne et les airs vont et viennent, et ça revient tout le temps, on a cette idée de toute façon ça va lui arriver aussi. Donc c'est le destin du héros de reproduire ce qui s'est passé dans le passé, et en fait ça va mal finir pour lui. Donc on nous apporte un certain fatalisme en fait dès le début de la roue du temps, et on va espérer que ça va pas se passer comme ça, et que ça va mieux tourner, et donc il y a cette ambiance très sombre un petit peu, parce qu'on est vraiment sur un côté très ça s'est mal passé par le passé, ça va sûrement mal se passer pour le futur, et c'est ce que le héros lui va ressentir rapidement quand il va apprendre que c'est lui l'élu, on va dire, de cette histoire, que son destin c'est de mourir, son destin c'est de sauver le monde et de le détruire en même temps, et c'est pas clair, les prophéties sont pas claires, il sait pas trop.
et on va espérer avec lui, en suivant son histoire, qu'il va réussir à sortir de ça, alors que la volonté du mal qui est dans cette œuvre, c'est de briser cette roue. C'est de briser ce destin. Donc on ne sait pas au final, est-ce que c'est bien de détruire le destin, mais c'est faire le jeu du mal qui est présenté dans l'histoire? Est-ce qu'au contraire, il faut laisser la roue tourner, mais ça veut dire qu'il faut encore reproduire ce cataclysme et que ça va encore mal finir? Et donc on va être sur cette saga à suivre ces aventures et toutes ces choses-là qui sont vraiment fondatrices sur toute l'œuvre sont introduites finalement dès les premiers mots et dès les premiers paragraphes de l'œuvre, tout simplement. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui ont lu La Roue du Temps, avec ce que je viens de dire, parce que peut-être vous n'avez pas la même vision que moi, bien sûr, N'hésitez pas dans le chat sur l'œuvre et à tout. nous donner vos avis aussi. C'est parfait, merci. C'était parfait. C'est bon, c'est validé par les membres de l'assaut. Ouf, c'est bon. Super, merci beaucoup. Alors avant de passer à la prochaine question, je vais du coup vous communiquer la définition pour le jeu des mots croisés. Donc il s'agira du mot numéro 2. Et donc la définition est à épouser Viserys Ier. Et alors, si vous ne savez pas, on a un super wiki sur la garde de nuit. Voilà, on a tout les réponses. Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors il y a un commentaire de Marjo Mouni qui dit en écoutant sur la roue, ça me fait penser au fait que Harry est introduit comme celui qui a survécu et ça préfigure le fait qu'il va devoir se sacrifier. Et oui, en fait, oui. C'est vrai que c'est tout à fait ça au final. Complètement. Et ouais, Marjo a en parlé aussi, j'ai oublié de parler dans l'introduction. On a le ressenti, en fait, ça a introduit aussi le fait qu'il arrive à être martyrisé un peu par les Dursley, et aussi de cette introduction-là, ce thème-là qui est introduit dans ce chapitre, de façon... Oui, on en avait parlé de cet aspect-là avec Ipiu. N'hésitez pas à aller voir les manuscrits de Mestre Aymond sur la garde de nuit, où avant le Fanzine, on avait fait des clubs lecture où chacun avait lu le premier tome des 4 sagas, des 4 associations présentes. Et effectivement, il y a des thèmes comme la maltraitance qui ressort très fortement dès les premiers chapitres. Donc n'hésitez pas, c'est en replay. Alors, je regarde si... ouais, un petit commentaire de Kyriel qui dit qu'elle trouve que c'est dommage que le tome 1, le prologue et le tome 1 de La Roue du Temps ne laissent pas comprendre, voir le ton humoristique de Jordan parfois. Oui, bah en fait, c'est vrai que c'est pas humoristique du tout cette introduction. Et pourtant, Jordan met beaucoup d'humour dans ses romans. Ça va venir au fur et à mesure avec d'autres personnages, comme celui de Matt, qui est vraiment le fil conducteur de l'humour, mais aussi tout l'humour sur les femmes du village et les héroïnes principales et leurs relations justement avec nos héros qui vont souvent s'entrechoquer, et il y a beaucoup d'humour qui arrive au fur et à mesure des tomes, mais ce début est très sérieux, très high fantasy, et on n'est pas là pour rigoler parce qu'on a des vrais enjeux, tout ça. Malgré tout, l'humour arrive. Et contrairement à Harry Potter, oui, dès la première phrase, il y a de l'humour dans cette phrase, avec cet humour pince sans rire, des Dursley, que je trouve tout à fait savoureux. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose de passer à une autre question, là qui va être plus axée sur la simplicité vs l'épopée. Donc, certaines sagas optent pour une introduction simple et accessible, comme Harry Potter, comme on vient de le dire, tandis que d'autres plongent directement dans l'épique ou le cyclique, comme La Roue du Temps. Donc, selon vous, une ouverture simple est-elle plus marquante qu'une introduction épique, comme par exemple celle aussi du Seigneur des Anneaux avec le poème? Et selon vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Ça va dépendre du public qui est visé et du lectorat qui est visé aussi. Une intro Mais vous, avec simple votre expérience personnelle, Moi, je sais que Tolkien est ambivalent là-dessus. Comme j'ai dit, on part sur le poème de l'anneau qui est très épique. Et ensuite, on part sur une fête d'anniversaire. Avec l'humour de Tolkien sur les bons petits mots, parce que Bilbo est quand même très très lettré et il se moque de ses convives, puisqu'il fait de la poésie, et donc on est sur quelque chose de très épique avec le poème et très terre à terre avec la fête d'anniversaire.
Et je pense c'est vraiment aussi le fait d'entrer d'ancrer le quotidien, que c'est normal. Et, et ce qui est intéressant aussi à voir avec le premier chapitre, c'est que il y a un temps de 17 ans entre la fête d'anniversaire et le retour de Gandalf, 17 ans après, qui amène le chapitre 2, qui est dans l'adaptation cinématographique passé en 2 plans. On n'a vraiment pas l'impression que qu'il s'est passé 17 ans. Et en fait, il commence par de l'épique avec le poème, du quotidien avec son chapitre 1, pour justement diluer ce côté épique qui va arriver avec le chapitre 2 et ensuite, et qui va s'accélérer jusqu'au conseil de Harry Vandel, où là on va avoir toute l'histoire, tous les enjeux. Et après, comme disait Oliverius, ça va dépendre de qui tu veux viser. Tolkien voulait rentrer en douceur et pas marquer tout de suite les esprits. Ouais, c'est le cas de J.K. Rowling aussi, ouais. Il faut qu'on s'inquiète des hobbits. Et je rappelle, les hobbits, ils font 1m30 en vrai. Oui. Et c'est des enfants de 8 ans, globalement. 8-10 ans, vous voyez. Et c'est le côté aussi, il faut qu'on s'inquiète pour eux. Et comme on s'inquiète pour eux, on va vivre avec eux tout leur stress. Et en plus, ils rencontrent directement 2 adultes qui sont Gandalf et Aragorn. Quand je dis adultes, par rapport, qui sont quand même assez grands. Et qui sont des leaders nés. Oui. Donc voilà, je pense que l'important c'est de voir qu'est-ce que tu veux définir dans ta saga. C'est ouais, Trône de Fer, on a clairement on va jouer sur de l'épique en fait, enfin sur l'épique et même sur alors Martin il va taper dans une littérature qu'il affectionne beaucoup et à laquelle il s'est beaucoup entraîné, c'est plutôt le genre horrifique. Parce que en fait on commence par une traque, c'est les 3 frères de la Garde qui vont traquer les sauvageons et en fait ça se retourne contre eux. C'est eux qui finissent traqués. Et alors déjà c'est une inversion qui est assez intéressante parce que Martin adore faire des inversions, prendre un truc, le retourner et il le fait sur plein d'aspects et plein de domaines. Et en fait il utilise énormément de procédés narratifs pour faire monter la tension qui vont chercher dans la littérature d'horreur. C'est on fait ressentir le malaise par d'abord un malaise intérieur, ensuite un malaise qui est verbalisé. Et en fait, le surnaturel n'arrive que dans la deuxième partie de l'introduction. Et clairement, en fait, Martin, alors, il a dans sa bibliographie, il a beaucoup de nouvelles, voire de romans en fait, qui sont dans ce genre-là, genre horrifique. Moi, je vous conseille par exemple, c'est L'homme en forme de poire, qui est assez glaçant aussi, où il travaille énormément sur l'ambiance. Et donc en fait, il le remet à plusieurs endroits dans le Trône de Fer. Et on a Daenerys chez les non-mourants, on a dans le tome 3 aussi la marche de la mort de Sam qui échappe à une attaque justement des spectres au-delà du mur. Et en fait, il le met dans l'introduction, dans son prologue. Et oui, il y a aussi le fait que on est quand même sur un prologue qui va alterner entre l'espoir du personnage qu'on suit qui est sauvé, puisque les autres sont partis, la menace est partie, et en fait non, puisque sur les dernières lignes il se fait tuer. Et en fait il nous emporte. Je trouve que c'est assez marquant parce qu'il arrive à nous tirer. On nous prend au départ, nous spectateurs, où on est sur on suit les chasseurs et ils nous emportent et on glisse dans le surnaturel et dans l'horreur et on est happé jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la résolution finale. C'est là en fait où je trouve que sur ce prologue, il montre bien aussi que Martin est quelqu'un qui a l'habitude des nouvelles courtes, où il sait assez bien construire un récit court et une fin très marquante. Et voilà, brutalité de la fin marque assez fort. Alors dans le chat, on nous dit Marjo, excuse-moi de t'avoir coupé, Marjo qui a adoré et préféré le prologue de La Roue du Temps. Et on a aussi l'intro du Hobbit qui revient 2 fois pour Nelly et Arya sous mes pieds avec la fameuse phrase dans intro du un Hobbit. N'hésitez pas à nous dire votre intro préférée. Et je remercie aussi, je viens de voir ça, merci à Vincent Ferry qui est venu nous faire un petit coucou sur le live. Ça fait plaisir, merci beaucoup d'avoir laissé un petit mot. On apprécie.
Du coup, Oliverius, je te redonne la parole. Harry Potter, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est que on veut J.K. Rowling veut quand même pas perturber ses lecteurs parce que elle vise quand même des lecteurs qui sont jeunes, donc les mettre dans un monde qu'ils connaît un peu et introduire très lentement le monde magique dedans. Parce que je crois Harry apprend qu'il est un sorcier qu'après 60 ou 70 pages sur un livre de même pas 300 pages, hein, c'est presque le tiers du bouquin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est quand même, c'est de là je disais, ça dépend du public qu'on vise, parce que quand on va viser un public qui est jeune, on va éviter d'aller tout de suite dans de l'épique, dans de l'horrifique, et on va essayer de les mettre à l'aise avec la lecture, se disent ah ça on connaît, etc. Et petit à petit à rajouter un peu de magie ou un peu d'épique au fur et à mesure. C'est vrai que dans Harry Potter, c'est vraiment l'inverse du coup de la roue du temps, où dans la roue du temps, on part d'un statu quo où le héros vit sa vie de berger simple, mais heureux dans ce qu'il est, dans son élément, et il y a un élément perturbateur, et il est délogé, il part après découvrir le monde, etc. Et tous ces dangers, tandis que dans Harry Potter, on nous introduit un univers et un héros qui a une vie de merde, et elle force vraiment le trait presque de façon humoristique, mais quand même c'est vraiment terrible, il a une enfance terrible cet enfant, ce petit Harry qui vit dans son placard sous l'escalier, qui est maltraité par ses parents, qui a un grand frère, enfin un demi-grand frère horrible et tout avec lui, et pour au final, quand enfin le fantastique arrive, c'est une libération. Et donc il part dans cet univers avec enthousiasme, contrairement souvent aux autres héros de récits fantastiques où c'est l'inverse, où ils aimeraient bien rester chez eux tranquilles, ils sont forcés de partir. Harry, lui, c'est Bilbo par exemple, je pense. Ouais. Et là, c'est vraiment génial. Il y a autre chose où je suis respecté, où les gens m'apprécient, et donc il part de son plein gré, et c'est vraiment meilleur, et c'est vraiment totalement différent. J'aime beaucoup justement ce contre-pied qui est pris. C'est clair que c'est même un élément perturbateur qui fait commencer l'histoire, parce que c'est la mort des parents de Harry, et ça commence sur la mort des parents de Harry, quoi, l'histoire. Ça commence sur un événement tragique. Et il y a aussi un saut dans le temps, comme dans Le Seigneur des Anneaux, de 11 ans, quoi, de 10-11 ans. Oui, c'est vrai. Il faut dire que Frodo est rentier, donc c'est déjà pratique pour lui, tu vois. C'est vrai. Son oncle Bilbo a fait tout le travail, donc pas mal le gars, quoi, tu vois. Et c'est assez courant ça que les prologues en fait se situent dans une temporalité qui est un peu différente justement du reste de la saga, et que ça situe, enfin qu'il y a quand même une rupture temporelle entre ce qui pour le coup n'est pas du tout dans le Trône de Fer, hein, puisque le chapitre d'après prend directement la suite. Et aussi, je voulais faire une remarque aussi sur ce que tu disais, DS, sur la place du fantastique, du surnaturel qui arrive. Il n'a pas du tout le même sens en fait, du coup, parce que dans le Trône de Fer, c'est la menace, c'est vraiment le truc où c'est la menace même mortelle. Oui, alors que là, c'est merveilleux. Essentiel. Alors que là, c'est tout ce qui vient sauver, c'est le côté merveilleux. Et oui, effectivement, c'est pas le même public. Le Trône de Fer, c'est encore différent, parce que la menace est de tous les côtés. C'est vrai que il y a la menace du Nord, qui introduit tout de suite cet élément fantastique qui sera ensuite mis de côté pendant longtemps, et après il y a la menace du Sud avec justement le roi qui débarque, et qui dit bon, tu viens, tu dégages de ta petite vie tranquille dans le Nord, tu viens avec moi, et puis pour te faire zigouiller, et puis ça va mal tourner pour tout le monde après, et ils auraient mieux fait de rester chez eux, comme dit la première phrase, on ferait mieux de rentrer chez nous. Ouais, ils auraient dû tous rester chez eux et pas partir, et tout serait mieux passé pour eux effectivement, et c'est terrible parce que de tous les côtés pour eux ça va mal tourner, mais ça résume l'œuvre en général en fait, hein. De tous les côtés ça tourne mal. C'est beaucoup plus dark que Harry Potter, oui, effectivement, l'élément perturbateur, lui, est fantastique et positif dans l'ensemble. Du moins au début. Parce que je me rappelle que l'intro du tome 7 d'Harry Potter, c'est pas du tout la même ambiance que le tome 1. Et donc il y a comme une évolution assez importante c'est pas le même public dans le aussi ton. qui est visé, Ouais. hein. Ben, ça c'était intéressant avec Harry Potter, c'est que voilà. le public grandit avec les livres, et les livres grandissent avec le public au fur et à mesure, et on a des livres qui sont bien pour un public beaucoup plus âgé quand on arrive à la fin de la saga, et j'ai pas vu ça vraiment dans les autres, que ce soit dans La Roue du Temps ou dans les autres et tout, il n'y a pas cette adaptation, j'ai envie de dire, de chaque tome
On sent que le tome 1 c'est fait pour les enfants, et après pour les adolescents, les jeunes adultes, et le dernier tome est vraiment pour les gens beaucoup plus âgés, quoi. Je trouve. Et aussi pour moi, c'est aussi la force. C'est aussi la force de Harry Potter, d'avoir grandi avec son lectorat, tu vois. Moi qui étais beaucoup trop vieux pour avoir commencé Harry Potter, j'ai lu Harry Potter 1, mais j'étais beaucoup trop vieux pour rentrer dans l'univers. Je l'ai vraiment pris comme un livre pour enfants, et ça m'a un peu bloqué. Oui. Alors que Le Seigneur des Anneaux, j'avais 16 ans quand je l'ai lu, mais ça passe 16 ans. Ouais, tu connais pas toutes les thématiques, mais tu vois que c'est de l'épique, qu'il y a quand même, et tu t'accroches plus facilement. Oui, et Pio 2001 fait une remarque intéressante, c'est qu'il dit que chez Tolkien aussi, il y a une adaptation publique. Puisque Le Seigneur des Anneaux, il l'écrit, ses enfants ont déjà grandi. Il avait écrit Le Hobbit pour ses enfants, si je m'abuse. Oui, exactement. C'était un conte pour le thé. Ouais. Donc il l'écrivait, c'était leur histoire du soir en fait. Et donc c'était un conte d'abord qu'il inventait comme ça, et ensuite il l'a mis au propre. Et une fois qu'il l'a mis au propre, il s'est décidé à le publier. Parce qu'il a maudit son fils Christopher, qui, alors que, c'est la faute de Tolkien, il crée 13 nains. 13 nains avec des couleurs de tissus différents. Et son fils Christopher lui fait, mais tel personnage, c'est pas la bonne couleur. Et je pense que Tolkien a dû le maudire et a repris ses notes pour pouvoir changer, parce que il avait une capuche bleue et pas une capuche marron ou une capuche verte. Et donc oui, c'est vraiment la petite période enfantine. Et quand on lit le Bilbo, on sait vraiment que c'est enfantin. Oui. Mais ça a pas. C'est plus facile à lire d'ailleurs. Exactement. Et il n'y avait pas de suite de prévu. C'était pas. Il avait déjà prévu le Silmarillion, t'as dit? Peut-être les Contes et légendes inachevées aussi? Alors, en fait, le Silmarillion et les Contes et légendes inachevées, c'est la même chose. C'est juste que le Silmarillion, c'est la version terminée par Christopher, alors que les Contes et légendes, c'est, comme son nom l'indique, c'est inachevé. Ou c'est des textes pas finis, ou qui sont en désaccord avec le Silmarillion. Donc en fait, c'est la même trame. Mais oui, il a travaillé depuis... Avant le Hobbit, ça faisait 20 ans qu'il travaillait sur son légendaire. Et d'ailleurs, dans le Hobbit, on a trace de Gondolin. Les épées magiques de Gandalf et de Thorin sont des épées de Gondolin, qui étaient la cité légendaire du Premier Âge. Ok. Et il y a Ipio qui dit que c'est pas courant ça comme ça, une saga sur le temps long qui justement vise un public différent en fait au fur et à mesure de son avancée. Et elle prenait c'était quoi? Oui, c'était la BD Loup, qui était aussi où on commence par suivre une petite fille, puis une adolescente et une jeune femme sur ensuite. Et ouais, effectivement, c'est vrai que par exemple, c'est pas du tout quelque chose que Martin a forcément en tête. Lui, la saga commence et finit. Les personnages grandissent, mais le public est pas, il vise pas un public qui est différent. Et puis pareil pour Tolkien. Tolkien, c'est l'histoire d'un an et demi en fait, globalement. C'est la quête fait 1 an et demi, en gros. Oui. Donc du ils Seigneur ont des pas, Anneaux. oui, ils ont pas le temps d'évoluer. Et c'était prévu en un volume à la base. C'est juste que les conditions économiques ont fait que c'était 3 tomes, mais normalement c'est un volume. Un volume en 6 parties, c'est ça? Non, un volume avec livre 1, livre 2, livre 3, ça correspond à quoi exactement? En fait, c'est juste sa répartition à lui. Ok. Et en fait, les conditions économiques ont fait que ça a été réparti en 3 tomes. Ça fait un sacré volume quand même. Exactement. Et puis pareil, Tolkien, comme il casse la communauté et la fraternité, il fait des livres entiers sur Frodo et Sam et Gollum par exemple, et un livre entier sur Aragorn, Legolas et Gimli. Donc il casse aussi sa temporalité. Donc c'est pour ça qu'il y a des livres et qui se rejoignent après quand ils se retrouvent. Mais c'était aussi pour ça les livres. C'est pour avoir dans le des Seigneur livres des de Anneaux, temps je suis pas un héros unique. Je suis pas un héros unique toute l'histoire, contrairement à Harry Potter où on a toute l'histoire du point de vue de Harry.
Parce que là, je suis en train de lire Le Seigneur des Anneaux. Parce que j'avais essayé de lire le premier il y a longtemps, mais je découvre Le Seigneur des Anneaux actuellement. Et ouais, un coup on suit Sam, un coup on va suivre Merry et Pippin, et après Aragorn avec Gimli. Oui. Donc, Et j'espère que tu lis avec la nouvelle traduction. là, oui, je lis avec la traduction de Daniel du Lauzon. lobbying. Sauf les deux premiers, j'ai lu avec Ça va être l'ancienne. compliqué. Les derniers. Tu auras du mal à me faire lire la nouvelle traduction. Je suis trop attaché aux Oui, anciens mais- termes. Elle est Moi, je préfère, vraiment dans la bien nouvelle, je traduite. préfère Cadufax à Gripoil, par exemple. J'ai du mal avec Arpenter, ou certains. L'Arpenteur, ouais, noms. c'est compliqué, ouais. Arpenter, ouais. Mm. Mais Cadufax, Mais je c'est- préfère déjà. Non, mais c'est surtout au niveau du ton. C'est que c'est vraiment du présent. D'accord. Et pas du passé comme les anciens, celle de la première traduction. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon Oui, on va partir, on va dévier le sujet du stream. On va prendre le sujet d'une autre table ronde. D'une autre table ronde, effectivement. On va arrêter ça. Exactement, qui arrivera après. Alors, je vous propose de continuer votre discussion par rapport aux adaptations de ces premiers mots, justement, qu'elles soient faites en film ou en série. Donc, est-ce que votre introduction a-t-elle été adaptée en film et série? Si oui, comment ça a été retranscrit? Et sinon, pourquoi pensez-vous que ce choix a été fait? Et est-ce que ces changements, ça enrichissent ou ça appauvrit l'œuvre originale? Bah, je veux bien commencer aussi comme pour Ouais, le reste. vas-y. Alors, Allez, vas-y. pour le Seigneur des Anneaux, il y a eu deux. Alors, je vais mettre deux introductions pour le film. Il y a la version courte où on a Galadriel qui raconte le passé, donc qui raconte alors forcément le poème de l'anneau, et aussi tous les événements passés. Donc la chute de Sauron, la dernière alliance, et l'anneau qui est perdu, récupéré par Gollum, et récupéré ensuite par Bilbo, qui en fait résume Bilbo le Hobbit. Et dans la version longue, il y a une scène dite par Bilbo qui reprend le prologue des Qu'est-ce qu'un Hobbit. Donc on a gardé les deux versions de les Hobbits sont plutôt gentils, ils aiment la nourriture, ils sont plutôt des gens du terroir, des gens qui aiment parler, qui aiment faire la fête, des gens simples. Et donc les deux adaptations, c'est rigolo parce qu'ils ont réussi à la garder, que ce soit en version longue ou en version courte. On a vraiment ces premiers pas. Et pareil, le premier chapitre est quasiment un copier-coller en adaptation cinématographique. Parce qu'on a la fête d'anniversaire, on a le discours de Bilbo, on a la disparition de Bilbo, on a les feux d'artifice. J'ai relu le premier chapitre et j'ai revu l'intro du film et on est dans la même ambiance, c'est-à-dire festif, joyeux, simple, frais, un côté très très frais. Et ensuite, c'est après que ça se gâte. Mais oui, les adaptations sont vraiment bien portées. Et Peter Jackson et toute l'équipe derrière a vraiment compris l'introduction en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est le côté magique du comté en fait? De la comté. L'introduction, c'est du comté. Ouais, je sais. Comté dans la nouvelle traduction. C'était une petite boutade. Je sais. Ouais. Vas-y. Vas-y. Je te laisse pas. Ah, j'y vais. Non, sinon, Non. j'enchaîne sur Game of Thrones, mais tu peux y aller si tu veux. Ok, alors du coup je vais enchaîner sur La Roue du Temps. Du coup, nous on a l'adaptation de la série télé depuis 3 ans maintenant. Et on a eu pas mal de changements par rapport au roman, puisque on n'a pas le prologue du Mont Dragon avec la catastrophe, le cataclysme et le dragon qui a détruit, qui est devenu fou et qui cherche sa femme, etc. Tout ça, ça passe à la trappe. Et le chapitre 1 où ça commence avec Grant qui marche dans la pampa avec son père qui est berger, ça arrive plus tard. À la place, ils nous mettent un prologue dans la série télé pour nous introduire l'univers on commence par un dialogue un monologue de Moiraine, donc la Sedai qui est ultra importante dans les romans, mais qui est placée vraiment au premier plan de la série, parce que c'est l'actrice la plus connue et la plus expérimentée, et donc on a vraiment on décale un petit peu, le protagoniste de la série n'est plus Rand, mais c'est Moiraine.
et c'est introduit dès ce prologue où donc on a ce monologue de Moiraine qui explique, qui reprend l'idée, décrit l'univers avec sans montrer vraiment, mais juste en parlant, en disant que le monde est brisé, les hommes par leur arrogance ont détruit le monde, etc. machin, et c'est aux Aes Sedai, femmes qui restent, de reconstruire, et maintenant le dragon est réincarné, et on doit le trouver, etc. machin. Donc il commence par ce changement assez important sur qui raconte l'histoire et qui est le protagoniste, et ils en profitent pour introduire une notion de doute sur la nature du dragon, et sur notamment le genre du dragon, c'est-à-dire est-ce que c'est un homme ou une femme, on ne sait pas, quand il est réincarné, pour introduire une sorte de mystère pour la série télé qui, à mon point de vue, ne fait pas vraiment de sens, parce que de toute façon on sait très bien qui c'est le dragon, ils n'ont pas changé non plus qui c'est au final, donc ça servait un peu à rien d'avoir fait ça, mais bon, ils ont introduit ça en plus, et après on a une seconde introduction avec la première scène vraiment de la série où on a l'Aja Rouge, donc qui est une des factions dans la Roue du Temps qui poursuit les hommes qui peuvent faire de la magie canalisée pour les neutraliser avant qu'ils deviennent cinglés, qui tuent tout le monde autour d'eux. Donc on commence par une scène comme ça, donc de deux hommes poursuivis par l'Aja Rouge. Qui les capture et qui on révèle qu'en fait il n'y a pas deux hommes mais un seul qui est devenu fou et donc il est schizophrène, il croit qu'il a quelqu'un à côté de lui et elle le tue. Et donc du coup c'est très très violent. Immédiatement on introduit tout de suite la notion que les hommes sont fous, ils doivent être pourchassés, et on rigole pas. Donc on n'a pas du tout le même ton que sur les romans, on n'a pas du tout le même protagoniste et on n'a pas du tout cette même sensation qui est provoquée par les romans, tout ça. Et après, on revient sur, ok, ça commence, et on a la scène de campagne, on a le protagoniste qui arrive, qui marche, qui est dans le truc. Donc on se replace sur les romans et on resuit les romans correctement, mais les premières impressions sont vraiment totalement différentes. Ok. C'est assez particulier quand même comme choix. Ouais, Oui, ça a été vraiment, ça posait beaucoup de questions. On s'est demandé où est-ce qu'on va. En même temps, ça nous montrait que on va dévier des romans. Ça sera pas, la série va pas suivre exactement les romans. Il y aura des changements et on le sait tout de suite. Quand on est mis dans le bain, Okay. on sait à quoi s'attendre. Et tu sais dans quelle mesure ça c'est quelque chose qui Enfin, est-ce que vous savez ce qu'il en était des discussions justement sur l'adaptation de ça? Enfin, quelle discussion il y a eu autour de ça? Dans quelle mesure ils ont... Alors, il y a eu des discussions. Je sais. Alors, j'étais pas dans la tête du réalisateur, mais des interviews qu'il a pu faire, etc. sur ses choix. Il y a eu plusieurs choses en fait. Il y a la notion que les romans, donc il y a 14 tomes, et même en faisant, admettons, un tome par saison, il pouvait pas faire 14 saisons. C'était pas réaliste dans le monde aujourd'hui quand on fait une série télé. Donc du coup il faut accélérer les choses. Donc on doit faire des coupes, on doit changer certains scénarios, on doit réduire le nombre de personnages, et on doit aller plus vite pour expliquer c'est quoi l'univers, parce que dans la Roue du Temps ça prend quand même pas mal de temps, et c'est qu'à partir du tome 3-4 que l'univers est vraiment construit de façon complexe. Au début c'est simple, pour pas perdre les lecteurs justement. Donc ils ont introduit plus vite ces éléments-là dans la série télé, et avec plus dans ta face pour que tu comprennes tout de suite, ok, c'est quoi les enjeux, c'est qui, c'est quoi machin. Donc il y a ces choix qui ont été faits pour changer ça, et ils ont voulu aussi forcer aussi le rôle des femmes plus que dans les romans, pour les mettre en avant plus, alors que bon, je trouve que c'était pas nécessaire parce qu'ils sont déjà très mis en avant dans la Roue du Temps, mais ça c'est toute une autre discussion en fait sur cet univers-là, je vais pas rentrer là-dedans, mais ils ont fait vraiment le choix de tout de suite montrer le danger des hommes qui canalisent et pourquoi ça va arriver, et ils ont introduit tout de suite les actrices qu'on va revoir tout le long, donc Moiraine pour le monologue et Liandrin pour l'Aja Rouge, qui a un rôle beaucoup plus important que dans les romans, et donc du coup c'était bien vu en fait au final de les mettre en avant tout de suite, parce que c'est des acteurs et des actrices qui sont excellentes et qui vont être utilisés dans leur plein potentiel dans la série télé. Ok. Ouais, alors côté Game of Thrones, nous, en fait, on a un prologue qui est quand même relativement fidèle. On reprend la même idée, hein, c'est la traque au-delà du mur avec 3 personnages qui chassent des sauvageons, qui les trouvent morts et qui en fait les sauvageons se relèvent. Ça joue aussi sur l'horrifique, alors de façon un peu plus visuelle. C'est dès ce moment-là qu'on a l'introduction où vous vous rappelez ces espèces de petits symboles géométriques qui sont mis, alors qui sont pas du tout existants dans les livres, mais la série a décidé vraiment de mettre l'accent sur le visuel avec ces morceaux de corps
en fait, qui sont utilisés, parce que les corps sont démembrés, ils sont utilisés pour faire un symbole. Et c'est là-dessus que les frères de la garde de nuit tombent, les patrouilleurs tombent. Mais on a un petit peu la même idée en général. Après, il y a quelques différences quand même qui sont à la marge. On a une course-poursuite dans l'adaptation télévisuelle, ce qui me paraît en fait un peu logique parce que on remet ce côté un peu épique bon, qui est plus classique pour essayer d'attirer les gens. On change comment dire, de patrouilleur qui survit. Bon, ça, pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est changé. C'est Will qui survit dans Game of Thrones, alors que c'est Gareth dans Le Trône de Fer. Alors, on a quand même une énorme différence et qui, je pense, est aussi assez révélatrice de ce que va être Game of Thrones, c'est que on voit uniquement ce que nous on appelle des spectres, c'est-à-dire les zombies, les morts qui reviennent à la vie avec les grands yeux bleus, mais on n'a pas les autres. Donc c'est les créatures un petit peu fantasmagoriques. Vraiment ça, c'est un gros point de différence, c'est que cette menace-là, la menace des autres, elle disparaît au profit simplement de zombies, on va dire un peu plus classiques. Alors c'est le choix a été fait peut-être parce qu'ils avaient pas encore fini. Enfin, la question du surnaturel dans Game of Thrones, c'est une question qui s'est posée par les showrunners. En fait, ils se sont demandé s'il fallait mettre l'accent sur le côté surnaturel qui mettait en avant le côté fantasy, ou s'il fallait plutôt diminuer l'importance de ce surnaturel, plutôt pour se rapprocher d'un style fiction historique. Et pour le coup, dans l'épisode pilote, qu'on n'a pas, hein, mais on sait à peu près à quoi il ressemblait. Dans cet épisode pilote, il n'y avait pas le prologue. Il venait plus tard. L'épisode pilote devait s'ouvrir sur la mort de Jon Arryn, donc vraiment sur le côté extrêmement politique et manigance interne au sein des Sept Couronnes, et reléguer vraiment l'aspect surnaturel un petit peu en marge. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est finalement en fait un peu ce qu'on a eu. C'est-à-dire que la résolution finale dans la saison 8, justement avec les autres, elle arrive au milieu de la saison 8 et elle est vraiment... elle est bâclée et je trouve que du coup c'est un choix qui se trouve assez révélateur de la place du surnaturel qui a été laissé par les showrunners qui s'intéressaient beaucoup plus aux aspects politiques et aux intrigues politiques. Voilà. Pour Harry Potter, on enlève toute la première partie sur Dursley qui va à son travail et on arrive directement le film s'introduit directement sur l'arrivée de Dumbledore. Et l'introduction des Dursley se fait uniquement par une simple phrase de McGonagall qui va dire que c'est la pire famille qu'elle a vue et que c'est impossible de laisser un enfant là-bas. Et après, on va toute la partie chez Dursley arriver jusqu'à la cabane. Il y a beaucoup de passages qui ont été enlevés dans l'adaptation pour aller à l'essentiel directement et aller à l'arrivée du monde magique un peu plus rapidement que dans les bouquins. Là, ce qui va être intéressant pour moi, ça va être voir comment ils vont adapter ça en série avec l'arrivée de la nouvelle série. Est-ce qu'ils vont faire comme par exemple, je sais, Dark Materials, je sais plus, pour à la croisée des mondes, est-ce qu'ils vont faire intervenir des personnages plus tôt? Parce que je sais plus comment il s'appelle dans la croisée des mondes, mais il y a un personnage qui est introduit dans la saison 2 dans les bouquins, dans la saison 1 dans la série. Là, ça pourrait être intéressant de faire intervenir Sirius dès le début, avec chez les Potter par exemple, où il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Par contre, est-ce que adapter la journée chez Dursley qui va au travail est intéressante ou pas? Il y a peut-être d'autres moyens de montrer le fait que les Dursley sont anti-magie, un peu... j'ai plus les termes, mais sont contre la magie, contre la normale. Je pense qu'il y a d'autres moyens, mais cette intro est assez bonne dans les films. Le premier est assez fidèle, mais avec une série, on peut aller un peu plus loin, je pense. Sur l'introduction du monde magique et surtout la mort des Potter. Ouais, ce serait intéressant. Après, je pense que Harry Potter, ça a marqué tellement de générations que je pense pas que ce soit nécessaire forcément de faire une très grosse introduction sur le quotidien des Dursley. Bien que ce soit effectivement intéressant d'avoir l'anti-magie et le monde magique qui arrive. Donc pareil, ouais, je suis assez curieuse de voir l'introduction. On perd un peu cette dualité monde magique, monde des sorciers quand même dans les 3-4 premières minutes du film qu'on avait vraiment dans les premières lignes du chapitre. Elles sont introduites un peu plus tard avec Harry qui est maltraité par Dudley.
Oui, avoir Vernon en première image, ouais, c'est moins marquant que de voir Harry déposé devant la porte et avec Je le conçois euh, complètement. l'arrivée avec le zoom sur la cicatrice de Harry, quoi. Super, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose au niveau adaptation? C'est bon pour vous? Bien écoutez, je vous propose de jouer pour le dernier concours de cette table ronde où vous allez pouvoir gagner les 5 intégrales du Trône de Fer. Donc est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez bien? Le chat, que je pose ma petite question. Toujours le même principe, le ou la première qui répond gagne le lot assez conséquent du Trône de Fer. Alors c'est parti. Qui a donné les plans pour fabriquer une selle spéciale pour Bran? Pas facile. Eh bien, on a déjà notre gagnant. Donc c'est Amarelli. Attendez, j'arrive du mal. Amarelli. Oui, c'est ça. Donc Ouais. c'était Tyrion. Bravo à toi, tu as gagné les 5 intégrales du Trône de Fer. Grâce à ta bonne réponse, surveille bien tes DM également. On reviendra vers toi pour récupérer tes coordonnées. Alors pour les autres, n'hésitez pas. Merci de participer en masse. C'est vraiment chouette. Mais sur toute la durée du Fandival, vous allez pouvoir gagner. Si vous avez participé à l'émission d'ouverture, vous avez pu constater le nombre de lots qu'on a à vous faire gagner. Vous avez toujours le jeu des mots croisés durant toute la durée du Fandival. Donc là, pour cette émission, c'était le mot numéro 2 et la définition, c'était à épouser Viserys Ier. Et puis n'hésitez pas aussi à faire le partage sur vos réseaux sociaux. Il suffit simplement de faire une story Fandival en taguant les 4 associations et il y aura un tirage au sort. Donc n'hésitez pas à y participer. Alors il nous reste juste un tout petit peu de temps, donc je vais en profiter pour vous poser une dernière petite question qui sera assez rapide. Si vous pouviez réécrire les premiers mots de votre saga préférée, est-ce qu'elle serait restée intacte ou vous auriez fait des rajouts? Ah ouais, moi non, je change rien. Compliqué, ouais. C'est rapide, je change rien. C'est très bien tel quel. Moi, pareil, je pense que il faut rien changer. Tolkien a réussi à introduire les hobbits pour que ce soit très Donc, sympathique, Max très aussi, joyeux, Max, et il est ensuite sur la distiller le sombre modération. qui va vraiment grandir, et faut rien changer parce que la fête d'anniversaire, elle est magique. Parce qu'on comprend tout en fait dans la fête d'anniversaire. L'héritage de l'anneau, le poids de l'anneau, le côté festif des hobbits, avec qui mangent 6 fois par jour, qui aiment l'abondance et les choses simples en fait. Et en fait, dès qu'ils sortent, les hobbits, on voit que c'est dangereux pour eux. Parce qu'ils connaissent rien du monde extérieur. Donc non, faut rien changer. Je changerai rien. Je change rien non plus pour le Trône de Fer avec cette idée de on introduit la menace surnaturelle, mais en fait on vous la montre pas avant je sais pas combien d'autres milliers de pages. Parce que ça c'est aussi un élément intéressant, c'est que les autres qu'on voit dans cette introduction, dans ce prologue, en fait on ne les revoit que dans le tome 3, dans l'intégrale 3, donc c'est-à-dire des milliers et des milliers de pages plus loin, et 3 ans plus tard en termes de sortie de livre. À l'époque où il y avait un tome tous les 2 ans qui sortait à peu près. Et en fait, du coup, c'est voilà, on introduit la menace et puis on l'oublie, on la met de côté. Et après, elle est rappelée en fait, mais toujours de façon cachée, détournée ou sourde, sous-jacente. Mais vraiment, on ne revoit un autre que lorsque Sam se retrouve face à lui. On est à nouveau au-delà du mur. Et moi, j'attends vraiment avec impatience aussi la 3e fois qu'on en reverra un, c'est-à-dire un jour. Je ne changerais rien non plus dans Harry Potter. Il y a 10 ans, j'aurais clairement voulu tout changer, mais là maintenant, avec le recul, non. Ah oui, carrément. Un peu moins le cas que pour Game of Thrones. La menace, on l'entend toute la saga. Bon, on voit réellement la menace à la fin, parce qu'on voit Voldemort réellement physiquement, enfin, son visage qu'à la fin du tome. Sinon, il est juste nommé. Et à la fin du premier chapitre, là, on se dit, c'est qui Voldemort? On a envie de savoir comment il a disparu, comment un enfant a pu le faire disparaître, soi-disant le plus grand mage noir de
de l'histoire qui va être introduit juste après. Et on a quand même, et je trouve que changer ce chapitre-là, ça ferait perdre un peu tout ça, quoi. Et ça ferait un peu, ça serait du gâchis, quoi. Même si elle avait prévu d'autres choses avant. Par exemple, là, le chapitre avec le nain rouge, je l'aime moins. Parce qu'il il a introduit une discussion avec le ministre Moldu, mais c'est peut-être trop frontal comme confrontation entre le monde magique et le monde des Moldus. Et cette discussion-là va être reprise pour le premier chapitre d'Harry Potter 6, où en fait, je vais aller rencontrer le ministre Moldu. Et on va le voir toute la discussion sur une dizaine d'années. Alors là, il y a Solil Verveine qui nous dit par contre, pour certaines sagas, on a envie de changer pas mal la fin ou des détails en cours de lecture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, la fin, comment vous dire? Nous, c'est quelque chose, j'avoue que... Voilà, mais après, de toute façon, nous, on aura une fin qui sera assez différente en fait de ce que c'est proposé, parce que alors on sait qu'il y a certaines choses qui seront d'un point de vue factuel, et on sait déjà qu'il y a certains éléments, je vais pas dire ici, on a des articles sur la garde de nuit pour vous en parler. Après, ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant chez Martin, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Parce que bon, j'avoue que la façon dont la série s'est terminée, moi ça me convient pas du tout en fait. C'est pas tant la situation finale à la fin qui, elle est ce qu'elle est, mais en fait c'est la façon d'y arriver qui est, je trouve, très bâclée et pas logique, alors que tout l'univers en fait était construit sur une certaine cohérence interne qui n'existe plus du tout sur les dernières saisons. Mais bon, ça, un jour, quand on aura la fin. Après, sur les autres sagas... Ouais, il y a... Vas-y. Il y a Marjo là qui nous dit qu'elle aurait pas gardé le côté Vernon pour Harry Potter, mais un point de vue du côté de McGonagall. Pourquoi pas? Après... Moi, c'est la fin d'Harry Potter, j'aurais changé. À la lecture, ça m'avait pas du tout choqué, j'avais plutôt trouvé ça bien. L'épilogue l'épilogue, ouais. Et à la relecture... j'aime pas du tout. J'ai pas aimé, en fait, c'est surtout les prénoms, en fait. Si je veux changer un truc, c'est les prénoms. Le début, je ne changerai pas trop. J'aime pas trop la petite phrase finale d'Harry à son fils, les petits prénoms, tout ça. J'aurais voulu changer quelques petits trucs et tout ça, passer un peu plus de temps avec les différents personnages. Ça aurait pu être un petit peu mieux, je trouve, mais c'était déjà tellement long et c'est compliqué de finir une saga. C'est facile de s'improviser écrivain de comptoir, de bar, mais donc j'ai pas cette prétention non plus. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien voulu changer un petit peu. Le Seigneur des Anneaux, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à toucher au Seigneur des Anneaux? C'est dur de critiquer le Seigneur des Anneaux. Hein. Parce que la fin est bien. Je sais qu'il y avait un épilogue qui avait été écrit, je crois, il me semble, qui est disponible dans les Omi, non? Alors, il y a entre l'adaptation cinéma et l'adaptation livre, Peter Jackson et l'équipe de scénaristes ont coupé complètement le sauvetage du comté, quoi, qui n'existe pas du tout. Et donc le côté cinéma est très poignant parce qu'ils partent, et le côté la vraie fin du Seigneur des Anneaux, c'est qu'ils reviennent en comté après la guerre de l'Anneau et ils sauvent leur pays, en fait, qui a été pris par les hommes de Saruman. Okay. Et là, on retrouve... et là, on a vraiment la progression des 4 hobbits en tant que héros. Surtout Merry et Pipin, qui prennent vraiment de la consistance en tant qu'hommes homme leader, en fait. Et Sam qui est très attaché, et Frodo qui est plus en retrait. Qui va présager de son départ quelques années après. Mais c'est vraiment le fait que, pareil, c'est comme pour la mort de Gandalf. On arrive, il reste 50-100 pages, je sais plus trop, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il a encore à raconter? L'anneau, il est détruit, les gentils, ils ont gagné, quoi. Et pouf, et on repart sur la fin de la menace. Et ils se réapproprient leur pays qu'ils ont quitté il y a 1 an et demi, quoi. Ouais. Donc la fin, elle est assez terrible aussi pour ça. Ouais, c'est très efficace en fait, parce que souvent les gentils ont gagné, c'est terminé. Et là, on prend le temps d'aller nettoyer la comté, justement, de revenir, et parce que pendant qu'ils étaient en train de faire leurs aventures, ça a été compliqué pour les gens aussi autour du monde, etc. Et on prend le temps d'en parler, et j'ai vraiment adoré ça à l'époque. Excuse-moi, Babar, je t'ai coupé.
Non, t'inquiète. La fin du Seigneur des Anneaux, elle est prise en modèle par Martin qui évoque, enfin qui aime bien le côté doux amer en fait de la fin, notamment avec le départ de Frodo de la Terre du Milieu. Et Martin en fait, il répète souvent que c'est ce type de fin qu'il veut faire. En mode une victoire mais qui a coûté très très cher en fait, le côté doux amer. Donc voilà, c'est quelque chose qui revient et on aura probablement quelque chose dans ce genre-là. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Oliverius, Vincent Ferrel vient de dire que dans le tome 9 de l'histoire de la Terre du Milieu, Christopher Tolkien a publié l'épilogue inédit du Seigneur des Anneaux. Ah, Ok. Il faut que je le lise. Pour l'instant, il n'est pas encore sorti en français, donc il faut que je me mette à l'anglais, donc je vais essayer de lire en anglais. Il n'est disponible qu'en anglais. Bah, il a été traduit en français, je crois. C'est déjà, là, ils attendent de publication, non? Oui, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. Non. Mais c'est vrai que l'épilogue de Harry, je suis pas très fan de cet épilogue. Moi, je ne le lis plus. Je l'ai lu une seule fois et je le lis plus du tout. Je préfère la fin après la bataille de Poudlard. Notamment les prénoms, c'est quelque chose qui me gêne énormément. C'est vrai, Sirius, Albus Severus, pourquoi pas Albus dans ce cas-là, Rebius, parce que Rebius Hagrid a plus d'importance dans la vie de Harry que Severus Rogue. Hagrid est oublié rapidement dans les romans. Ouais. Sur la fin, Hagrid il est vraiment mis de côté. Après, moi je me rappelle que ça m'avait pas choqué la première lecture. C'est peut-être avec l'âge. J'ai dû finir Harry Potter, je devais avoir peut-être 25 ans, 25, 27 ans, un truc comme ça. Mais ça m'avait pas choqué à l'époque, mais plus tard, je me suis dit, ouais, non, en fait, ils abusent. Parce que Severus, j'ai trouvé que... mon point de vue a changé sur lui au fur et à mesure, sur la fin des romans et tout. Je trouve qu'il... Ouais, c'est un petit peu compliqué, je trouve. Mais malgré tout, ça me semblait pas si choquant au tout début. Donc je pense que ça dépend vraiment à quel âge tu lis ça, à quelle époque. Quel est ta façon de voir les choses et tout sur les personnages, comment tu les ressens et tout ça, et du coup c'est pas, j'irai pas jusqu'à ne plus lire du tout l'épilogue. C'est l'avis qu'on a maintenant. Ouais. Le livre est sorti en 2007, donc ça va faire ça date 20 en 2007, ans, 18 ans. Il est sorti en 2007 le tome 7. Ouais, 2007. Ah oui, donc c'est ça, 18 ans. C'est ça, ouais, donc j'avais 25 ans. OK, ouais, donc c'est ça, ouais. Okay. Eh ben on a eu le temps de le relire plusieurs fois, de changer d'avis, d'avoir l'adaptation des films qui est passée derrière en plus. Oui. Pour édulcorer un peu Rogue, qui l'a rendu un peu lisse, je trouve. Les films le rendent lisse. Pour La Roue du Temps, c'est un peu plus compliqué de parler de la fin, enfin plus compliqué, parce que l'auteur est mort avant de finir son livre. Donc Roger Jordan est mort donc dans les... quel il est mort 2008, 2010, chose comme ça, 2008 je crois. Et donc il restait encore pas mal de choses à lire, à écrire, et on a eu donc du coup la femme de Robert Jordan, du coup Harriet McDougal, qui a repris, qui était l'éditrice aussi du coup de son mari, et donc du coup qui a sélectionné et trouvé du coup Brandon Sanderson pour écrire la fin des romans. Et donc c'est Brandon Sanderson qui a écrit la fin de La Roue du Temps. Mais en reprenant toutes les notes qu'avait laissées Robert Jordan avant son décès, et notamment le dernier chapitre est écrit par Jordan. Et donc Sanderson a dû broder 3 tomes tout autour, on va dire, si j'ose dire, pour arriver jusqu'à la fin. Donc les derniers mots sont ceux de Jordan, mais tout ce qui amène jusqu'à ces derniers mots, c'est Sanderson qui a dû les écrire et combler les vides, etc. Donc c'est vraiment un gros travail. Et la fin, du coup, ça se sent que c'est pas la même écriture sur ce dernier chapitre que tout ce qui a précédé, parce qu'après tout c'est un autre auteur, même s'il a fait son mieux pour imiter le style de Jordan et tout ça. Donc du coup, quand on lit ce dernier chapitre qui a été écrit il y a très longtemps par Jordan, peut-être qu'il l'aurait pas écrit comme ça s'il avait fini son livre. Avec le temps et tout, il aurait peut-être effectivement changé ses plans, et c'est peut-être pas ça. Donc on aurait peut-être voulu avoir une fin un peu plus longue, qui prend plus son temps, et un peu moins cryptique que la fin qu'on a pu avoir, qui est écrite. Malgré tout, on s'estime heureux dans la communauté d'avoir une autre fin, ce qui n'est pas le cas de certaines autres communautés.
Bon, ça va. Non, je parlais pas de toi, je parlais de la communauté du manga Berserk, bien sûr, où l'auteur est mort. Et... Ah, ok, voilà. Non, bien sûr. Ouais. Il y a d'autres auteurs, malheureusement, qui décèdent avant de finir leur saga, et c'est vraiment dur pour toutes ces communautés-là. Donc, on espère que Martin arrivera à finir son livre de tout cœur. Mais en tout cas, nous, on a eu de la chance. On a eu de la chance, donc bien sûr, j'aurais voulu que ce soit Jordan qui écrive la totalité des romans, qui finisse lui-même et tout, pour pouvoir juger vraiment complètement. Mais on est déjà très heureux d'avoir une fin. Et pareil pour Tolkien, on a eu de la chance parce que Tolkien a quand même, je vais juste resituer un petit peu. Il publie le Hobbit, il a 45 ans. Il publie le Seigneur des Anneaux, il a 62 ans. Ouais, quand même. Et 62 ans, quand il est né en 1892, on se dit ah oui quand même. Parce qu'il aurait pu. Bon, il a eu la chance, il est mort en 1973, donc il est mort à 80 ans, mais bon, c'était quand même compliqué, quoi. Parce que son travail universitaire fait qu'il a été pris, qu'il avait beaucoup d'autres occupations et que son légendaire, c'était quand il avait le temps. Mais c'est pareil, on a eu la chance d'avoir le Seigneur des Anneaux. Ouais, la chance aussi que Christopher reprenne comme ça tous ces textes, tous les brouillons de Oui, son aussi. père. Clairement. Mais on aurait pu ne pas avoir le Le parce Seigneur qu'il a des quand Anneaux. même il a quand même vécu 2 guerres mondiales, donc une en Oui. tant que soldat et une en tant que défense passive, donc c'est quand même aussi compliqué. Ouais, et puis il y a aussi le D'où le travail fait de que- Christopher Tolkien, en fait, sur la Oui. suite, sur les éditions de ces textes, en fait. Oui, qui a récupéré tous les archives et qui les a repris, recondensés. Ouais, c'est plus que de la adapté. simple édition finalement. C'est Ah la oui, oui. réécriture limite à certains moments. Sur certains passages, il y a eu la réécriture parce qu'il y a eu plusieurs versions différentes. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Tu fais quelque chose de médian et qui colle avec le reste du légendaire. L'origine des orques, je crois que j'avais lu des choses comme quoi il y avait différentes versions pour l'origine des orques. Oui, ça a évolué tout au long de l'écriture. Donc, au début, c'était des elfes maltraités qui ont été transformés. Et ensuite, ça a évolué au fil de l'âge. Mais Tolkien a réécrit une partie de son univers au fil de sa vie. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et complexe. Ok. Si je peux juste me permettre, juste une petite erreur que j'ai faite sur laquelle je voudrais revenir, sur l'adaptation, justement, on voit bien dans le prologue, dans la première scène de Game of Thrones, simplement ils n'ont pas un design qui est encore fini, donc on le voit dans l'ombre, enfin on les voit pas mal dans l'ombre avec les yeux bleus, mais effectivement on les voit, donc erreur de ma part, on voit bien les autres, même s'ils n'ont pas le rôle qu'ils ont dans le bouquin, par contre. Voilà. Ah, on a perdu Guido, je crois. Ouais, on a perdu là, on n'entend plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Oui. Ok. Ah, Eh bien, c'est c'est bien, la on commence la de- table ronde par des problèmes techniques, on finit par des problèmes techniques. C'est la route. Je suis navrée. J'espère que ça vous a Oh, pas mais trop c'est dérangé pas sur le chat. Oui, Et Yo pour vous d'abord, aussi. qui dit est-ce que j'ai raté l'indice sur les mots croisés? Oui, tu l'as raté. Alors oui, je vais te le redonner parce que je suis gentille. Donc c'est pour le mot numéro 2. Et donc la définition c'est à épouser Viserys Ier. Voilà. Et donc ça sonne la fin de notre table ronde consacrée au début de nos sagas préférées. Merci à tous d'avoir participé. Merci Babar, DS, Olivarius, Dodurso. C'était super passionnant de vous écouter. Merci au chat aussi d'avoir été présent, d'avoir donné vos points de vue, vos avis. Un grand bravo à nos gagnants des concours, que je répète, donc on a Nelly FG, on a Petit Blond et on a Ameri. Donc surveillez bien vos messages privés sur Twitch. Pour les autres, n'oubliez pas, vous avez les mots croisés, les stories, le tirage au sort sur les stories Instagram en taguant les 4 associations. Et bien sûr, vous pourrez retrouver le replay de l'ensemble du festival sur la chaîne YouTube Fandival dans quelques jours. Tout de suite au programme, vous avez une table ronde qui vous attend dédiée aux traductions et aux éditions de nos sagas préférées.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Et tous. passez un bon festival. Merci à tous. Bon festival. Donc Merci. rendez-vous sur la chaîne Twitch de Asso Tolkien Deal. Je vais lancer le raid tout de suite. Et on continue.